Bonjour à tous, c'est les Lucasfilles. Bonjour Claire. Bonjour Aurélie. Alors nous allons boucler avec cet épisode notre voyage dans la trilogie Throne avec le 3e tome nommé Trahison. Donc si vous avez logiquement suivi les épisodes consacrés au tome 1 et 2, vous savez que le voyage fut pour nous un petit peu rock'n'roll. On a un manque de Disneyland, alors on a fait tous les loopings et quelques loupés. Mais aujourd'hui, nous allons être un peu plus sages. Je sais qu'il y en a qui vont être déçus, mais nous avons la chance de dire bye-bye à la trilogie Throne en compagnie de Lucille Gallio, notre bien-aimée éditrice des éditions Pocket, qui nous fait l'amitié d'être présente avec nous pour parler du 3e tome, mais aussi peut-être de l'ensemble de la trilogie. Bonjour Lucille. Salut les filles, bonjour tout le monde. Ça fait 1 an. Ah oui, c'est vrai, ça fait 1 an qu'on t'a pas vu sur cette chaîne. Exact, tout à fait. Ça fait plaisir que tu sois là et que ça t'ait pas fait peur nos épisodes précédents sur la trilogie. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ah mais je les ai écoutés avec plaisir, donc non, ça m'a pas fait peur du tout. Ah, super, parce qu'en tout cas, ta traduction, moi je l'ai trouvée vraiment, vraiment chouette et je voulais te remercier parce que ça a rendu la lecture aussi agréable que possible. Même les moments qui m'ont un peu barbé, en français, ça a passé tout seul. Donc. Bah imagine, si t'as barbé toi, imagine comment c'était compliqué pour la traductrice derrière son ordinateur. Ah, j'avais une pensée émue pour toi, de nombreuses reprises. Ça fait partie des questions qu'on va devoir te poser, ça c'est sûr. On en parlera, on en parle. C'est sûr que tu vas avoir des dossiers là-dessus. C'est surtout que l'année dernière, quand on t'avait reçu, on avait bien compris que tu aimais beaucoup le personnage de Throne, donc c'est finalement logique qu'un an après, on se retrouve avec lui, et que tu aies pu passer autant de temps finalement avec lui pour la traduction de cette trilogie. Donc du coup, peut-être revenir sur justement le personnage, c'est-à-dire toi tu avais lu la première trilogie de Zan. Voilà, c'est avec lui que j'ai découvert l'univers étendu de Star Wars. Donc au-delà des films, c'est comme ça que j'ai attrapé la maladie de la fanitude de Star Wars en lisant les aventures de Throne. La phronitis aiguë donc. C'est ça. Ouais, c'est une maladie qui a plusieurs noms étranges, oui. Et ça t'a fait quel effet, du coup, de retrouver Throne pour une nouvelle trilogie avec ce nouveau canon Disney? Donc tu nous avais dit que t'étais très contente et que t'avais fait du lobbying pour pouvoir traduire cette trilogie. Ouais, c'est ça, j'ai eu vachement de chance en fait, je suis arrivée pile au bon moment, enfin, un petit peu avant avec Tarkin là, que j'avais traduit. Et c'était déjà un grand moment pour moi de pouvoir faire cette trad et commencer par là. Et puis ensuite, Throne est arrivé, en fait, l'éditeur, je savais qu'il allait, enfin donc le directeur de collection qui était à ma place avant, je savais qu'il allait le faire, et moi je savais que ça serait pour dans bientôt, donc je lui avais envoyé un petit message en disant, au fait, si tu cherches quelqu'un pour Throne, voilà, je serais très très partante en ayant lu les bouquins et tout, de pouvoir le faire. Donc voilà, il avait gentiment accepté, il avait vu comment j'avais travaillé avec Tarkin, donc je pense qu'il était un peu rassuré, et donc voilà, il m'avait confié ce gros bébé. Parce qu'on savait déjà que ça serait une trilogie. Donc du coup, tu avais déjà lu le premier tome en anglais avant de faire du lobbying? Oh, dis donc, bonne question. Alors attends, ça commence à dater. Je crois pas, je pense qu'il était pas encore sorti quand j'ai commencé à en parler. Ouais, je pense que dès que j'ai su que j'allais le faire, oui, je l'ai acheté et je l'ai lu. Enfin, c'est sûr. Après, je l'ai lu en entier celui-là avant de le traduire. Ah, tu savais pas à quelle sauce t'allais être mangé alors en fait avant de faire le lobbying? Oui, mais voilà, c'était Zan, c'était le même auteur, c'était le même personnage, j'étais pas trop inquiète. Et j'arrive plus à me souvenir si il avait déjà fait son apparition dans Rebels à ce moment-là. Oui, en effet, il était dans Rebels, et c'est là qu'il avait été recanonisé par Rebels, et ensuite, ils ont du coup enchaîné avec les livres. Parce que ça, quand tu l'as vu arriver dans Rebels, tu devais être hyper contente qu'il le ramène comme des quelques millions de personnes sur la planète. Ouais, c'était la grande surprise, ouais. Alors, je regardais pas beaucoup Rebels, ou alors je regardais que quelques épisodes par-ci par-là. J'étais pas une fan de la série à suivre chaque épisode, en tout cas. Ceux avec Throne, la plupart, je les ai regardés. Et oui, j'étais vraiment super contente. On n'y croyait vraiment pas, en plus, que ce personnage-là... il était tellement important, on se disait il prend trop de place quoi. Et puis vu ce qui était annoncé avec la postlogie, on voyait pas trop comment il pouvait se maintenir, ou alors il fallait, enfin voilà, c'était normalement Throne, toute sa gloire se passait après post-Endor quoi. Donc en fait on voyait pas trop comment on pouvait le réintégrer et en même temps que ça fonctionne avec le nouveau canon. Et en fait en le décalant, en le mettant en temps de l'Empire, en fait son arrivée en tant que grand amiral au moment de l'apparition de l'Empire, ben du coup ça fonctionnait bien.
c'était l'endroit où il y avait de la place pour lui. Ben, en faisant un gros flash forward, là, comme quoi la télé t'annonce à chaque fois à quelle sauce tu vas être mangé, mais dans l'épisode avec Ahsoka du Mandalorian saison 2, on peut s'avancer en pensant que il va revenir en post-Andor, Thrawn. Voilà, alors on sait pas trop, ouais, et bon, alors j'ai fait vraiment ma fangirl au moment de cet épisode. J'ai vu. Je l'ai regardé toute seule celui-là parce que je voulais le voir dès qu'il est sorti. Du coup, j'ai crié dans mon coin. Il y avait mon mari à côté qui bossait en télétravail et qui était en réunion. Et moi, comme ça sort le matin, en fait, les épisodes, du coup, je le regardais toute seule le matin. Et ils m'ont entendu crier au moment où elle a annoncé ce nom. Ouais, je m'y attendais pas du tout. Et ça fait vraiment plaisir de savoir qu'il va aussi peut-être avoir une incarnation live action. Ah ouais. Dans la série Ahsoka. Ça c'est top. Ouais. Puis après, si tu veux, tu sais que ça peut être une mauvaise idée pour plein de choses. Hein. Tu te doutes bien que c'est un peu glissant, que il peut y avoir plein de raisons que ça se passe mal. Mais c'est tellement génial de savoir que le personnage va continuer de vivre et va être développé. Et, voilà. Donc moi j'ai senti que ça sur le coup. Après, bien sûr, on peut commencer à se dire est-ce que c'est une bonne idée ou pas. Mais sur le coup, j'étais là, yes, oui, oui, oui. Ah, faudra voir le casting. Ah ouais. Ouais. Ça va être important. C'est ce qui va faire toute la différence. Moi, je pense que c'est bien que ce soit pas Cumberbatch. Enfin, ou alors il plante bien son truc en disant qu'il veut pas le faire. Ouais, c'est pareil. Moi, je le verrais pas. On avait un bon candidat avec Richard Armitage. Ouais. On trouvait que ça pouvait éventuellement le faire. Ouais. Bon, il y en a plusieurs qui sont. Il y a Fassbender aussi. Puis il y a surtout le frère de. Celui qui a fait sa voix. Sa voix, le frère de Mads Mikkelsen. Mads Mikkelsen. Oui, parce qu'il a les traits taillés à la serpe, je pense qu'il pourrait faire notre Cheese, en fait. Exact, voilà, il est un peu moins beau gosse, mais on lui pardonnerait. Fassbender, ça me gênerait un peu, parce que ce serait trop proche de son rôle, déjà, de David dans Prometheus. Ouais. Le recalé de Kylo Ren, en plus, donc c'est un petit peu bizarre. Il devait jouer le rôle, enfin ça faisait partie des acteurs pressentis pour Kylo Ren. Je savais pas. Ah ouais, comédie Redmayne et ouais. Et donc du coup, la traduction, tu l'évoquais en début d'émission. Comment ça s'est passé? Parce que finalement, en relisant, je me suis dit mais il y a quand même certains jeux de mots. Il n'y a pas beaucoup d'humour, mais il y a quand même pas mal de jeux de mots. Et je voulais savoir si ça avait été pas trop galère ou si ça avait été un peu chaud. C'est pas ce qui est le plus compliqué avec Zan. Comme tu dis, oui, l'humour c'est quand même pas sa marotte première. Ah, ça s'est senti. Hein. Il y a un petit peu, soit il y a un peu de cynisme, soit si c'est des personnages, bon on en reparlera tout à l'heure, mais l'assistant de Krennic là, il est savoureux et en fait c'est de l'humour comme ça qui fait Zan, c'est indirect en fait, c'est de la dérision, plus Pawn reste pince sans rire, plus ça peut être rigolo quoi, mais en effet, on n'aura pas de personnages qui vont s'esclaffer sur la passerelle du vaisseau quoi. Ouais, c'est sûr. Après ouais, il a quelques jeux de mots, il y avait la question du Skywalker là dont on avait parlé et puis dont vous avez aussi parlé dans le deuxième, avec la réflexion sur les navigatrices et tout ça, qui s'appelait des Skywalker. Donc ça, c'était un peu complexe. Mais sinon, non, ce qui est plus compliqué en fait avec lui, ce sont ces tics de langage qui sont un peu répétitifs et qu'il faut essayer soit d'adoucir, soit essayer de varier un peu plus peut-être ce que lui fait, parce que vraiment, enfin, c'est même l'éditeur de Del Rey qui en rigole, qui a compté le nombre de fois où il dit perhaps, ou je sais plus quels sont les mots comme ça qui reviennent, même je sais pas 55, il y avait des chiffres comme ça de dingue quoi. Parfois c'est bien d'adoucir un peu parce que ça finit par c'est drôle en fait qu'il utilise toujours ces petits mots qui en plus en fait, Thrawn dit peut-être, mais en fait, il en pense pas moins, quoi. Enfin, on sait très bien qu'il pense autre chose que l'autre personne, mais il veut pas lui dire qu'il a tort, quoi. Mais parfois, ouais, ça demande aussi de temps en temps d'être un petit peu varié. Donc il y a ça. Et puis l'autre chose qui est complexe, c'était cette histoire surtout dans le 2, de double vision de Vador et alors déjà, sur toute la trilogie, ces passages en italique sur ce que lui, il observe chez les autres. Alors c'est marrant, je sais pas si vous avez remarqué, mais jamais il n'est dit que c'est lui qui pense. C'est jamais précisé, et parfois il va même dire Thrawn pour parler de lui-même.
dans ces petits passages en italique. Et voilà, ça peut être un peu perturbant. Et il va toujours éviter de parler de lui dans ces petits passages en italique. Il doit y avoir 1 ou 2 fois où il dit Throne quand même. Et sinon, il évite toujours, il va même pas utiliser de pronom pour lui-même. Il va vraiment parler que des autres. Et en fait, ces petits passages-là, qui sont intéressants, qui sont une petite trouvaille sympa, c'est devenu un cauchemar en fait, parce que ils sont au présent. Et ensuite, c'est une succession de verbes en ing pour être justement le plus flou possible, donc parfois sans utiliser de pronoms de sujet. Et en fait, ça, en français, t'es obligé tu peux pas mettre du participe présent non-stop, quoi, c'est un peu lourd. Et donc, t'es obligé de remplir un peu les trous. Tout ça faisait que ces petits passages-là étaient assez complexes. Et alors, quand tu rajoutais la double vision de Vador dans Alliance, c'était des passages vraiment j'essayais... je les évitais le plus possible, mais ouais, ça revenait régulièrement. Tu sais, je me disais, j'ai un chapitre 100, super. Et la première chose que j'ai fait quand j'ai reçu Trahison en anglais, tout de suite, c'était de regarder est-ce qu'il continue les petits passages en italique. Il doit y en avoir quelques-uns, mais beaucoup moins en tout cas. Il y en a, ça m'a pas frappé, tu vois, j'avais l'impression que justement il y en avait plus, parce que je trouvais que c'était presque ce qui était, je compatis sur la galère de la traductrice, mais je trouvais que c'était finalement parmi les passages les plus intéressants, moi, dans les 2 premiers tomes. Moi, comme je t'ai dit, l'idée est bonne en soi, est très intéressante, c'est vraiment le côté mentaliste en fait de Throne. C'est vraiment, je lis les expressions du visage, j'en déduis en fait ce que pense l'autre, et puis j'aide le lecteur à voir ce que pense le personnage, et il nous met un peu dans sa tête. Mais c'était intéressant, parce qu'on est tellement jamais dans la tête de Throne, que c'est pas mal. Mais par contre, bon, ça reste de l'expression de visage, et posture... Alors, il en tire des conclusions un peu sur les émotions des autres, mais c'est pas de l'introspective qui pourrait être intéressante d'un point de vue... ça nous apprend pas grand-chose sur Throne lui-même, quoi. Il nous échappera toujours, j'ai l'impression. Ouais, c'est ce qu'on avait souligné dans le premier épisode, effectivement. Enfin, et toute la partie hyper technique des batailles, les stratégies, les canons à ion, et c'était pas trop galère, parce que à lire, des fois, on se demande vraiment, et c'était... Je suis pas ingénieure. Ah, moi, les pôles de triade, j'en peux plus. je dois avouer que c'est vrai que c'était très technique, en fait, ce qui est effectivement. C'est qu'il faut comprendre. Tu peux pas te contenter de juste traduire, il faut essayer de comprendre où l'auteur veut en venir. Parce que sinon, si en plus, dans le téléphone arabe, on se plante et on explique autre chose que ce que voulait dire l'auteur, là, c'est sûr, les lecteurs vont être paumés, quoi. Donc, il faut à la fois les traduire de façon pas trop lourde et pas trop... ce qui est pas toujours évident, mais en plus il faut que la stratégie qui est derrière, parce que Zahn là-dessus il réfléchit vachement à ses batailles, elles sont très réfléchies, c'est pas juste il est pas juste à lâcher plein de termes techniques qui font gros mots à la suite là, non, il a une vraie réflexion de stratège sur ses batailles, et il faut garder ça. C'est pas mes passages préférés, les batailles spatiales. J'aime bien les lire, mais alors les traduire, c'est vraiment... ça, je pense que tous les traducteurs le diront. Les batailles spatiales, c'est assez chaud, surtout quand c'est là encore, c'est entre gros vaisseaux, mais quand il y a... quand t'es dans un chasseur, dans un cockpit de chasseur, c'est super chaud. Ouais, c'est des piquets, des chandelles, des virevoltes à bâbord, avec des bordées de canons à ion, et voilà. Et donc c'est tout un... Bon, alors ce qui est bien, c'est au bout d'un moment, le vocabulaire, tu l'as intégré et tu sais comment traduire les choses. Surtout que Zahn, lui, il a vraiment comme je disais, il a un peu ses tics de langage, il a aussi son petit vocabulaire à lui qu'il aime toujours utiliser. Donc, au bout d'un moment, tu sais comment traduire tous les termes techniques. Il va pas en inventer des nouveaux. Mais voilà, non, c'est assez chaud, ouais, en effet, ces passages-là. Parce que ça se sent qu'il a dû bouffer des bouquins de stratégie militaire, des bouquins d'histoire, revoir les grandes batailles. Des abordages de pirates. Des batailles navales. Il a coulé mon porte-avions. C'est tellement ça. Les grandes batailles comme ça, c'est pas tout le monde qui va y prendre son pied. Enfin, je pense que c'est aussi propre à un certain lectorat qui va y trouver son compte, parce que qui se dit dans un bouquin de Star Wars, moi j'aime bien avoir une grosse bataille navale, ou alors dans un film Star Wars, il faut qu'il y en ait une, quoi. C'est beaucoup mieux en image que en lecture. Oui, certes, et en même temps, il y a un vrai plaisir, je trouve, dans la bataille navale de bouquins. C'est pour ça que j'aime bien les lire. Et dans la trilogie, la première trilogie de la Croisade Noire de Jedi Fu, c'était le cas. Et ces batailles, c'est vraiment un élément de Star Wars qui est propre à Star Wars. Ça arrive d'avoir des livres où on a 0 bataille, ça arrive même assez souvent.
Mais souvent, t'as des gens qui disent, bah, ça m'a manqué, qu'il n'y ait pas eu ça. Voilà, il y a un côté un peu la SF à l'ancienne, quoi. C'était et donc c'est pas toujours du goût de tout le monde, mais c'est pas grave. Mais de toute façon, de manière générale, Throne, je suis pas sûre que ça soit des livres qui soient pour tout le monde. Ouais, mais c'est vrai que par contre, le plaisir des batailles navales, enfin, moi j'adore ça, mais des fois j'étais un peu perdue. Par contre, je m'accrochais parce que j'avais tellement envie de voir combien de coups d'avance il avait sur les autres et comment il allait se sortir des guêpiers, etc. Et comment son sidekick qui est là, alors soit c'est Vanto, soit c'est Faro, comment il comprend, toujours un peu en décalé, mais il finit par comprendre quand même quelle est sa stratégie, et heureusement ils sont là pour nous l'expliquer, parce que sinon on serait encore plus paumé. Et même quand ils disent « Ah, ça y est, j'ai compris », ou quand on lit et un éclair de compréhension traversa son regard, toi le lecteur, t'es là, tu fais « Non, moi toujours pas compris ». C'est un peu le côté Hercule Poirot de Throne, quoi. Il a 10 coups d'avance, il sait déjà comment ça va se passer. C'est assez frappant d'ailleurs dans le tome 3, parce que là, carrément, dans la bataille, il est avec Savit, l'amiral Savit, et c'est Faro qui est la seule aux commandes du Chimera, et en fait, ça se déroule exactement comme il lui a dit, t'as une espèce de flashback dans la tête de Faro, et tu te dis, le mec, il avait tout compris, et ça, c'est assez jubilatoire quand même. Quand on aime le personnage, C'est ça, c'est vraiment ça ce perso, quoi. Après, en effet, on peut, reprocher à Zan de pas assez varier les choses, peut-être de le rendre trop parfait. On aimerait peut-être bien le voir se planter de temps en temps, comme ça a été le cas dans la série Rebels. On le voit un peu plus faire des erreurs et être faillible. En même temps, dans la série Rebels, c'est vraiment une figure de méchant, alors que là, c'est pas le cas, et qu'il a pas besoin d'avoir ce rôle de méchant, vu qu'il n'y a pas de gentil en face, ou en tout cas très peu. Mais moi, c'est vrai que j'aimerais bien de temps en temps le voir se planter, et voir comment est-ce qu'il réagit face à l'échec. Je suis sûre qu'il réagirait de façon très classe, tu vois, et donc ça n'empêcherait pas d'approfondir le personnage de façon positive. C'est vrai que c'est dommage, je trouve, qu'on n'ait pas ces moments-là. Ça va peut-être venir, un petit peu. Il va y avoir Ahsoka face à lui, donc potentiellement... Mais c'est vrai qu'il y a une différence entre le traitement de Throne dans les romans et son traitement dans Rebels. Déjà parce que c'est pas le même public, et puis c'est vrai que dans Rebels on a l'impression qu'il est beaucoup plus vindicatif, revanchard, bouché, il est nerveux, colérique, Voilà, il perd le contrôle et on a l'impression que la vie, il en a rien à faire en fait, et qu'il a très peu de respect pour ses ennemis. Si ce n'est que ils arrivent à déjouer ses plans de temps en temps, et puis il y a un aspect artistique, notamment l'art de Sabine, mais c'est pas... Il est très caricatural, c'est comme si tu avais une caricature de Throne dans la série télé en fait. Mais c'est peut-être parce que c'est pour le public plus pour jeune, les gosses, probablement il fallait... Oui, c'est ça, il faut qu'il soit plus manichéen, Mais après, dans la trilogie de la Croisade Noire, il a quand même plus ce rôle de méchant, parce qu'il y a quand même les rebelles qui sont en face. On a vraiment la dichotomie, les deux camps. Et là, en fait, c'est pas le cas dans cette trilogie-là. On n'a pas l'autre camp en face, et c'est ça, à mon avis, qu'il a perdu un peu Zan. Il n'a pas réussi forcément à retrouver son personnage qui n'était pas exactement comme Rebels, mais qui n'est pas non plus exactement comme ça. Enfin, il y a vraiment quand même un rôle plus de méchant. Alors, il n'est pas dans la cruauté gratuite. Par contre, quand c'est utile, il peut y avoir un petit massacre si c'est utile dans son plan, quoi. Normalement, il est plus comme ça. Et en revanche, il va faire toujours très attention à pas perdre ses propres hommes, qu'il n'y ait pas trop de victimes de son côté, mais c'est plus par intérêt de calcul que parce qu'il y est attaché. Et c'est vrai que là, on a l'impression d'avoir un Throne qui est extrêmement attaché à son équipage, à s'intéresser à chacun personnellement. Tout, d'ailleurs, son équipage lui rend bien. Ceux qui le connaissent finissent par avoir une grande admiration et le suivraient jusqu'au bout. Enfin, c'est vrai que c'est un peu différent. On a l'impression des fois qu'il les poupoune un peu, en fait. Même si à certains moments de cette stratégie en bataille, il fait courir des risques, notamment à ses défenseurs taille, etc. Mais c'est des risques qui sont extrêmement calculés, et s'il pouvait les garder tous à la maison, bien au chaud, à l'abri, il le ferait, alors que c'est assez éloigné du personnage tel qu'on le conçoit dans ce qui est légende maintenant. Mais c'était amusant de le voir s'allier avec des rebelles, enfin avec des gens qu'on assimile à des gentils dans le tome 2, ou même faire ce rapprochement
avec le Night Swan dans le premier volume, en fait. Ouais, c'est ça, on voit dans le premier face à Night Swan, c'est vraiment là où on voyait cette nouvelle personnalité qui avait été façonnée parce que il va avoir pratiquement de l'admiration en fait face à son ennemi et puis son objectif ça va être d'essayer de le faire sortir par le haut quoi. Comment est-ce qu'on peut réussir à lui sauver la mise, faire en sorte que je gagne mais sans forcément faire mourir mon ennemi ou en tout cas trouver un moyen de le faire sortir par le haut. Et en fait, c'est vrai que ça c'est quelque chose que tu peux faire pour un ennemi, mais enfin tu peux pas. Si tu veux être un grand amiral de l'Empire, tu peux pas réfléchir comme ça. Enfin, pas de manière. Et donc c'est vrai que c'est un peu surprenant. Après, c'est aussi un personnage attachant du coup, mais c'est vrai que c'est une façon de dépeindre l'Empire qui est complètement à l'opposé de toutes les autres façons, enfin tous les autres romans qui nous parlent de l'Empire. On est à des lieux en fait de la description qu'on a d'habitude, quoi. Oui, parce que là, l'équipage du Chimera, on les aime bien, quoi. Nous, c'est vrai qu'on a eu un gros coup de cœur sur Elivanto, donc ça, c'était quand même le plaisir du tome 3 de retrouver Elivanto. Ouais. Avec ses amis Chis. Et puis, même Faro, etc., Hammerly, enfin, ça, l'équipage du Chimera, oui, on a l'impression presque d'être avec le capitaine Nemo dans son Nautilus, et voilà, quoi. Ah bah t'es pas loin, il manque que les baleines et les crocodiles qui sont passés, justement. Ouais, je sais bien qu'on a les Grinch, mais quand même, on n'est pas très loin déjà. Mais justement, ça permet de placer, parce que tu disais qu'on passait du temps avec l'équipe et qu'on se prend d'amitié pour eux. C'est peut-être la qualité principale que j'ai trouvée à Throne, moi, sur ce... Bon, forcément, il est pas sexiste de base, puisque c'est vrai qu'il regarde vraiment les gens... selon leurs compétences. Et c'est vrai que c'est un féministe quand même dans ses rapports avec les filles. Il y a beaucoup de femmes autour de lui. Bah, il aime bien s'entourer, ouais. Mais de femmes. Mais je pense que, comme tu dis, en fait, il a pas un regard féministe où il va faciliter la montée de personnages féminins. Mais par contre, il va regarder vraiment chaque personne sans penser à son sexe. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que c'est à tel point qu'en fait, ça en devient désincarné. C'est-à-dire que à aucun moment tu le verras loucher sur une minette un peu jolie ou avoir et même quand on voit des personnages comme Aralani qui arrivent et à aucun moment il est dit que peut-être il a des sentiments ou qu'il a enfin voilà et c'est vrai que de temps en temps tu te dis mais est-ce que il est vraiment incarné Throne ou ce n'est qu'un gros cerveau. C'est ça, c'est-à-dire que tu sais pas dans quelle mesure c'est une caractéristique des schistes puisqu'ils nous sont quand même assez hermétiques, enfin on nous présente pas tous les aspects de leur vie, ou si c'est juste lui qui est comme ça. Et je dirais que le peu qu'on voit des schistes là sur ce tome, t'as l'impression que c'est purement Throne qui est comme ça en fait. Ouais, alors vous savez qu'il y a une nouvelle trilogie qui va bientôt sortir. Oui, on pensait t'en parler. Et donc je suis justement en train de traduire le premier tome donc de Throne l'Ascendance, ça va s'appeler en français, Throne l'Ascendance. Tu rempiles. Eh oui, je rempile pour une trilogie. Pauvre de moi. Il te manquera que la première, en fait. C'est ça. Mais bon, comme j'avais 10 ans, ça aurait été compliqué quand même de la traduire à l'époque. Non, mais peut-être que tu pourras faire une nouvelle édition, tu vois, remasterisée. Ah ouais, ça serait chouette ça de pouvoir. Ouais, va savoir. Et vous savez quand on fête les 30 ans de Throne cette année, hein, vous avez eu vraiment la bonne idée de lire cette trilogie-là, parce que en fait, il fête ses 30 ans. Ah, c'est un beau bébé. Est-ce que c'était une bonne idée? Oui. Bah oui, c'était une bonne idée parce que finalement, on n'avait pas l'impression de coller à l'actualité. Puis entre le fait que, comme tu l'as rappelé, il y a la nouvelle trilogie qui va sortir et que ça bruisse autour de son possible retour dans Ahsoka, plus c'est pas 30 ans, mais ouais, tout ça, ça fait quand même pas mal de choses. Bon, et donc du coup, dans cette nouvelle trilogie, on découvre l'ascendance Chiss, d'où le nom de la trilogie, Throne l'Ascendance. Et donc on apprend à découvrir ce peuple et voir en quoi Throne serait soit un représentant de sa race et donc toutes ses caractéristiques seraient propres à sa race, ou est-ce que il est aussi un alien. Ouais, un électron libre du côté de l'ascendance Chiss. Et donc je ne vais pas vous dire. Ah là 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 là. Faut bien garder un peu de suspense. Bah, j'espère juste qu'ils sont pas à la gym et à boire du café parce que sinon ce serait dommage. Parce que justement, c'est bien qu'ils soient arrivés à préserver. Ça doit être hyper difficile pour le coup à écrire d'un part de ça. C'est-à-dire que
Tu veux pas dévoiler toutes les cartouches, enfin, apparemment jusqu'à cette nouvelle trilogie, je sais pas ce qui va être fait sur l'ascendance, mais il arrive à nous donner plus de schistes sans pour autant nous dévoiler complètement la vie schiste. Ouais. Donc là, il a fait un vrai plongeon et je pense que c'était pas simple parce que lui aussi, en fait, il gardait cette ascendance de manière un peu nébuleuse dans un coin de sa tête. Je pense pas que c'était forcément très très clair pour lui. Bon, même s'il avait quand même déjà réfléchi dans le premier tome, quand on nous parle de son exil, et donc il avait déjà une certaine structure qui était mise en place. Enfin, donc il y avait l'ascendance et puis il y avait d'autres termes, bien sûr ça m'échappe tout de suite là maintenant, mais donc on voyait qu'il y avait une sorte de conseil et voilà, on pouvait voir déjà une ébauche de structure qu'il avait développée, mais je pense que c'était pas forcément quelque chose d'extrêmement net pour lui. Et là, il est obligé de. Alors vous allez voir, on a un dramatis personae qui revient. Ah, oui, yes. Donc ça va être pour la trilogie entière, je pense. On a donc les personnages et puis on nous explique ce que chacun est en fait dans l'ascendance, donc c'est pas mal. Et alors surtout c'est extrêmement nécessaire parce qu'ils ont tous des noms impossibles. Coucher dehors avec des billets de logement. Avec plein d'apostrophes, en 3 parties et nana. Voilà. Alors il y a le nom comme Throne quoi, le nom central là. Et puis après ils nous mettent le nom entier. Et on comprend en fait, on découvre comment est-ce que ce nom se décompose et comment est-ce que Throne a récupéré ce nom parce qu'il s'appelle pas comme ça au début. Et donc on découvre comment petit à petit il est devenu Mithron Ruodo. Et voilà, et donc on a 7 personnages principaux et ils sont écrits avec leur nom et aussi dans quelle famille ils appartiennent parce que il y a la notion de clans familiaux très important dans l'ascendance schiste. Ça, c'était déjà quelque chose qu'il avait développé, Zan. Et voilà. Donc après, il nous explique aussi à l'intérieur des familles régnantes, justement les grandes familles et puis les différents rangs dans la famille. Enfin bon, donc plein de choses qui avaient été un petit peu développées dans le Legends, mais qui n'étaient pas... C'était vraiment effleuré, quoi. Intrigue au palais, c'est susceptible de me plaire. Ça te rappelle voilà, après, en fait, on construit, c'est carrément ça. Tu construis les noms, en fait, un peu comme dans certaines tribus où il y a un nom qu'on te donne à la naissance. Après, tu vas acquérir un nom. Par exemple, je pense chez les Amérindiens, en fonction de traits de personnalité que tu vas développer ou d'un exploit que tu as pu accomplir ou d'un lien que tu vas créer avec, je sais pas moi, avec un animal ou un ennemi ou quelque chose comme ça, quoi. Voilà, donc là c'est lié à la famille justement à laquelle ils appartiennent. Et puis il y a une autre partie du nom qui est obtenue autrement, mais je suis pas encore arrivée à cet endroit-là du livre. Donc, je peux pas. Je sais pas. Ouais, là pour le coup je l'ai pas lu en entier avant. Ah, tu t'es lancé bille en tête. Ah ouais, j'ai pas eu le choix. J'avais pas le temps. Parce qu'il doit être livré quand? Alors c'est quand la sortie pour ce... Alors celui-là il sort en octobre. D'accord. Ah bah oui. Ouais. Ah oui. C'est dans la continuité. On aura à peine le temps de poser Throne. Dis donc, il va falloir qu'on s'y remette. Ah bah, je sais pas. Ou alors on va attendre que toute la trilogie soit sortie et comme on l'a fait là. Et c'est vrai que ça a été un calendrier chargé pour vous chez Pocket cette année. Vous avez donné. Hein. Bah voilà, il y avait bien sûr la Haute République. Il fallait qu'on soit présent pour le lancement et vraiment marquer un grand coup. Et puis en même temps, on avait toutes nos séries qui se continuaient. Donc il y avait l'Escadron Alphabet qui on tenait vraiment à continuer sans laisser passer. Enfin, on voulait pas faire une année vierge pour cette trilogie-là. Là, c'est pour le mois d'août. On aura le tome 2 de la trilogie de l'Escadron Alphabet. C'est aussi une série qui me tient vraiment à cœur et qui est très chouette et qui est très différente du reste des romans du canon. Donc j'aime beaucoup en fait cette diversité-là. Et vraiment avec la guerre, une guerre sale quoi, qui est décrite. T'as pas de Jedi, et c'est vraiment les liens entre les personnages qui sont tous des pilotes. Donc on retrouve un petit peu l'esprit des X-Wing qu'on avait dans de la série du Legends. Et voilà, alors là pour le coup t'as toutes les batailles navales que tu veux, en voici en voilà, dans tous les sens. D3 F4. Mais là pour le coup t'es dans un cockpit de chasseur, donc c'est ce que je disais, c'est wouh. C'est Thierry Arson qui a traduit ce tome et c'est lui qui avait traduit le premier et il traduira d'ailleurs le 3e. Je le salue parce que c'est pas simple. Faut faire attention quand t'es engagé comme traducteur chez Pocket, hein, parce que tu commences un truc, tu te retrouves finalement, tu dis oui une fois, puis tu retrouves la bague au doigt avec trois bouquins quoi. Ouais, mais ça c'est un truc pour les traducteurs, c'est quand même assez confortable. Oui. Tu sais, quand t'as une trilogie, parce que tu sais que ça va se suivre, et puis tu restes dans la même ambiance, même si
Ça n'empêche pas de faire d'autres traductions entre les deux, hein, mais c'est un truc assez confort, quoi. De savoir, bon bah voilà, j'ai pour 2 ans de bouquin, là, je sais que je vais être occupée et qu'on va être dans un même milieu et voilà. Non, c'est plutôt une bonne chose. Et puis enfin la sortie de l'Iliade, on va parler la prochaine fois avec Aurélie, Ouais. mais qui est enfin sortie en français cette année. Ouais. C'est ça, en tout début d'année. Ouais. C'est le book Donc club ça, du mois de juin, ça va être trop bien. Oui, j'ai vu ça. Extra. Et alors ça, c'est des petits bonbons, quoi. C'est des petits livres qui font vachement de bien et à lire, et à traduire, et à relire. Et c'est vrai que c'est complètement différent de ces livres-là, que ça soit Throne ou l'Escadron Alphabet, ou Riposte encore aussi. Mais donc du coup, c'est des petits livres one-shot qui font du bien, on s'intéresse aux personnages, on s'intéresse à des personnages qu'on aime et qu'on développe. Et ça, c'est très très chouette. Et puis Claudia Gray fait ça super bien comme d'habitude. Donc. Oh bah, elle fait bien faire l'amour à des géodes, alors je vais te dire où on en est. Pourquoi pas Léa, hein, on connaît pas la méthode de reproduction des Vintiennes. Ah mais ça, je ne me permets de le dire que par ton entretien avec Claudia Gray lors de QC, parce que je n'ai pas encore Ah oui, donc tu ne sais pas qu'il ne parle pas de méthode de reproduction, donc non, il n'en parle pas. Je suis désolée. Non, mais alors moi, ça, tu peux pas me spoiler, il y a rien qui me gêne. Mais tu vois, effectivement, ça m'avait le moment où tu avais l'entretien avec, bon, je sais bien qu'il était en différé, mais au moment où vous aviez repassé donc l'interview que tu as faite de Claudia Gray, ouais. où on va parler de sexualité. Là, la Claire, avec les 2 oreilles qui se dressent. J'avais mis un commentaire d'ailleurs sur le chat pendant que vous faisiez le truc, et il y a quelqu'un qui dit bah évidemment les Lucasfilm, ça m'étonne pas. Prouver qu'il en faut pour tout le monde dans Star Wars et dans les romans. Non, mais c'est vrai, la sexualité prend bonne place dans les livres de Claudia Gray, mais pas seulement elle. Mm-hmm. Et dans les livres du canon, quand même, c'est quelque chose qui est assez abordé. Et là, dans la Haute République, c'est quand même aussi un point important, parce que c'est toute une réflexion sur l'évolution de l'ordre Jedi, donc c'est aussi pas mal. Mais alors, c'est vrai chez que dans Anne, Throne, non. Revenir à nos moutons. Que chi, rien du tout. Rien du tout. Même entre Anakin et Padmé, dans le tome 2, rien du tout. Oui, mais c'est vrai que Throne, il est asexué ou asexuel, ou je sais pas, mais par contre, c'est appréciable de se dire que les hommes, les femmes, il fait pas de différence et il apprécie les personnes pour leurs compétences. Et à contrario, si t'es une femme et que t'as pas bien fait ton travail, ou que t'as déconné ou que t'es malhonnête, il t'aura dans le collimateur comme si t'étais de la un même homme. manière. Ouais, voilà. C'est ça. Mais il accepte l'erreur assez facilement quand même de ses subalternes. Ça leur arrive de se planter et en général, il leur laisse facilement une 2e voire une 3e chance, ce que ne fait pas Vador par exemple. Donc il est assez différent quand même pour ça. Après, il va tout de suite, dès que la personne va avoir compris, il va d'un petit sourire, alors c'est très discret, mais la personne s'en rend compte tout de suite que il est encouragé, ou elle est encouragée en fait dans sa réussite, et donc c'est comme ça qu'il éduque son équipage en fait. C'est plutôt avec la caresse qu'avec le coup de trick, quoi. Mais on dirait vraiment un mentor ou un professeur en fait quelque part, parce que je pense qu'il a dû intégrer très vite le fait qu'il y avait pas grand monde qui arrivait à suivre. Et qu'il fallait qu'il prenne son mal en patience pour que les autres le rattrapent. Et... J'ai une image mentale de professeur Rollin. Sauf qu'il n'y a jamais aucune condescendance chez lui, c'est ça qui est chouette. Non, c'est ça qui est très agréable. Il parle pas tout le temps. Non, il a toujours quelque chose à dire. Ou alors il le fait pas exprès. En fait, ça lui arrive quand même d'être super cassant, mais en fait, en général, il s'en rend pas compte, ou... voilà, il va juste dire la vérité. Oui, c'est ça, il est brut de pomme. Le gars s'en prend plein la tronche, mais c'était pas volontaire, il voulait pas lui faire de la peine. Il va juste lui dire qu'il est con, quoi. Est-ce qu'il y aurait pas une forme d'autisme, finalement, chez les Chiss? Pas tous, parce chez les que Chiss regarde... ou chez Throne. Ou chez Throne, tout à fait. Ceux de l'équipage du Steadfast, ils sont pas... Ils ressemblent plus à un équipage normal. Même Aralani, elle est intelligente, elle est très très disciplinée, etc. Mais ça pourrait être un personnage humain. T'as l'impression que Throne, il est à part même parmi les siens, en fait. C'est très curieux. Mais c'était amusant, par contre, de découvrir la dynamique du Chimera à travers les yeux de cet abruti de Ronan. Je suis désolée, moi ce personnage il m'est sorti par les trous de nez. Il a été écrit comme ça, je suppose. Et voilà, il est là pour ça. C'est du poil à gratter, le mec. Et du coup c'était vraiment amusant, parce que alors lui il est encore plus à la traîne que le lecteur.
Donc c'était un peu valorisant pour le lecteur. Exactement, tout à fait. T'as Throne qui a des années-lumière devant tout le monde. De temps en temps, ces lieutenants qui font « Ah, j'ai compris !» Toi, le lecteur qui fait « J'ai rien compris !» Et Ronan qui est en mode « Hein ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il fait ?» Donc c'était agréable de se retrouver plus intelligente que ce personnage qui est d'une mauvaise foi à toute épreuve, mais qui a son utilité. Ah oui, et puis qui a une telle vénération pour Krennic, c'est très très mignon. Pour Krennic et sa cape, jusqu'à mettre une cape comme ah lui, là là. faire une cape. C'est le seul détail que j'ai retenu finalement sur Ronan, c'est qu'il avait une cape. Ce qui me l'a rendu vaguement sympathique. C'est vrai, mais tu l'as pas trop aimé, Ronan ? Ah, écoute, moi, il m'est passé au-delà, tu vois, à la part, je sais ce qui lui arrive à la fin, parce que à la fin, j'avais raccroché les wagons. C'est quand même très bon. J'avoue qu'il y a eu... Ce qui lui arrive à la fin. Oui, ce qui lui arrive à la fin. Oui, alors du coup, on va pas le dire maintenant. Bah, il y a un moment où on est censé dire on passe sur la version spoil. Oui, mais en même temps, on nous a déjà fait le coup, donc. Ah oui, mais c'était pas pareil, je pense. Oui, c'était pas pareil, c'est pas le même cadeau. C'était pas les mêmes mais bon. volontés, de nuire. Non, ouais. Bon, peut-être qu'on peut replacer, si on revient, mais peut-être qu'après, au fur et à mesure, on posera des questions plus sur, effectivement, la traduction ou une comparaison avec Zan. Est-ce que tu as pu le rencontrer, Zan, d'ailleurs ? Est-ce que c'est quelqu'un avec qui tu as été déjà en échange ? Non, jamais, parce que je crois qu'il est jamais venu en France, ou alors ça a été... Je l'ai pas su. Et puis, moi-même, je suis jamais allée aux États-Unis pour une convention, donc j'ai pas eu cette occasion-là de le rencontrer. Et j'ai échangé un peu avec un agent pour poser une question et avoir une réponse, mais c'était pas lui directement. Donc non, aucun contact pour l'instant. D'accord. Bon, ça reste à venir alors. Donc peut-être pour replacer pour l'auditeur qui n'en peut plus depuis 40 minutes ce qui se passe au début. En fait, on débarque dans la meute je sais pas, c'est le concours de quéquette où il y a tous les garçons qui sont alignés. Là, ils sont tous là avec leurs petits problèmes, leurs intérêts personnels, leurs projets qu'ils gardent jalousement entre Krennic, Tarkin, Throne, Palpatine. On a vraiment tous les mecs qui sont sortis là. Pour une histoire de budget, donc ça permet quand même de toucher à un côté de l'Empire auquel on s'intéresse rarement, savoir que oui, il y a des lignes budgétaires, il faut les respecter. C'est mon projet et pas le tien qui va être financé, etc. Et puis, au final, c'est une histoire de pari entre Tarkin et Krennic pour savoir si Throne va pouvoir dégommer des chauves-souris géantes. Hein. Ah, c'est ça, j'allais dire, c'est moins une histoire de budget qu'une histoire de Gralok. Donc l'occasion de découvrir un nouvel animal qui m'apparentait au Minox, parce qu'il y a toute une question, hein, justement, Lucille, de traduction par rapport à ça. Alors, qu'est-ce que c'est que cet animal ? Comment le nommer Minox, Gralok, etc. C'est resté Gralok en anglais, j'imagine, en français, je veux dire. Oui, ça n'a pas changé. Ouais. C'est un terme qui passait bien aussi en français. Et donc oui, c'est un lointain cousin des Minox, mais en étant vachement plus gros. Enfin, il s'attaque lui aussi au vaisseau et en bouffant les câbles et tout ce qui est énergétique, voilà, dans les vaisseaux. Donc voilà, oui, en effet, ça commence avec quelque chose d'assez terre à terre. On se demande où Zan veut nous emmener. On est un peu surpris au début, hein. En fait, c'est un moyen de introduire la notion de vermine et comment la vermine va les embêter sur l'avenir. En fait, ça annonce presque la question de la rébellion. Ça permet d'avoir quelqu'un en face et qui soit pas les rebelles, donc c'est bien. Oui, puis une annonce effectivement, ce sont des petites choses comme des vermines, c'est vraiment le terme qui est employé par l'empereur avec énormément de dédain. Tous mes projets vont tomber à l'eau à cause de quelques pauvres chauves-souris de l'espace, qui annonce la chute de l'étoile noire dans le 4 en fait. Tout à fait. Mais c'est là que Throne, il a un côté prophétique parce que depuis le début, le projet de l'étoile noire, il le sent pas. Il sait que stratégiquement, c'est pas viable. Ça engouffre des ressources pas possibles. Et c'est sûr que son programme, s'il avait été favorisé par rapport à Nébuleuse, je pense que les rebelles, ils auraient eu beaucoup plus chaud aux fesses, hein, avec une flotte conséquente de taille défenseur, quoi. Oui, c'est ça. Donc ça a bien été traduit par Nébuleuse alors dans la version française. Ah bah oui, forcément. Ouais, t'as été obligé à cause de Rogue One. Bah oui, ouais. Mais c'est pas grave, c'est bien. Spontanément, tu serais resté sur Nébuleuse ou sur Poussière d'étoiles ? Oh ouais, Nébuleuse, ça passe mieux. Enfin, Stardust, c'est quand même assez court. Poussière d'étoiles, et puis il y a un côté... Ça fait un peu long. Oui, puis il y a un côté poétique qu'il n'y a pas du tout normalement. Enfin, on peut dire que Nébuleuse, c'est un peu poétique aussi, mais...
poussière d'étoiles, ça fait c'est la guerre des étoiles. Et puis, enfin bon. Non, j'aime bien Nébuleuse. Ouais, mais il y a un côté plus, on va te réduire en poussière quand même aussi, qu'il n'y a pas forcément dans la nébuleuse. Parce que la nébuleuse, ça peut être aussi la création d'une nouvelle étoile. Ah oui, le côté, on va vous transformer en poussière d'étoiles. Ah bah tu vois, j'y avais pas pensé du coup. Mais oui. Oui, parce que c'est aussi tout le sous-texte et tout l'enjeu de ce roman finalement qui était déjà présent avant dans les 2 tomes. Mais là, ça y est, on va dire que c'est le tome de l'étoile noire parce que il y a tout ce secret, qui est un secret de polichinelle, j'ai l'impression finalement, au sein de l'Empire. Ils sont tous à utiliser des mots de code, des noms de passe, des machins, etc. Mais en fait, pratiquement tout le monde grille le truc. Enfin, Throne le grille assez rapidement. Oui, c'est ça. Là, on est proche en fait du moment où tout le monde va être au courant. On est quand même pas si loin que ça de l'épisode 4. Quand Throne arrive, c'est vraiment secret, et pourtant lui, il commence déjà à le repérer. Donc là, avant tout le monde, je pense vraiment. Et puis là, plus on progresse dans les romans, plus en effet les gens commencent à être au courant et parce qu'ils sont impliqués. Et là, on est autour de la table. On a, comme tu disais, des grands pontes, donc forcément, ils sont plus ou moins au courant parce qu'ils sont impliqués et intégrés au projet. Après, je pense que tu demandes au premier officier venu de l'Empire, il était absolument pas au courant. Oui, bah là, c'est vrai qu'on a les mofs, on a le directeur du projet, puis Throne qui devine toujours tout avant tout le monde, donc bon, c'est... Oui, puis le moment fatidique où le vrai nom ressort, Étoile de la Mort, et pas juste projet nébuleuse, etc. Ah, ça plaît pas à Palpatouche, ça, il était pas content dans l'épilogue. Peut-être qu'il aimait pas ce nom, je sais pas. Peut-être qu'il croyait que ça envoyait pas le bon message. Alors que si. C'était pas assez poétique par rapport à Poussière d'étoiles. Non mais il faut savoir que Stardust, le nom, il a été donné par le père de Jyn Erso. Ouais. Enfin, c'est lui qui l'a inventé. Donc ce mot de passe. Donc c'est pour ça que moi je l'avais pas rattaché forcément avec un sous-texte avec l'idée de transformer les gens en poussière d'étoiles. Tu vois, j'avais pas fait le lien. Je pense pas que lui, il avait cette attention-là parce que c'était le surnom pour sa fille, donc mais ça pouvait passer probablement peut-être en mot de passe au sein de l'Empire parce que c'était voilà, le projet final était de réduire tout le monde en poussière. C'est vrai qu'avec Étoile de la Mort, il y a moins de questions, quoi. C'est très clair. Les projets est assez limpide. La fonction est dans le nom. Voilà, et c'est vrai que donc en face, on a Throne qui lui propose un autre projet, qui projette donc des tailles défenseurs. Et l'idée, c'est vraiment d'améliorer les chasseurs tailles qui, comme on le sait, sont des cercueils volants, parce qu'ils ont pas de bouclier, ils peuvent pas voyager en hyperespace, donc ils sont complètement dépendants des vaisseaux mers. Et donc souvent, les pilotes se retrouvent un peu comme de la chair à canon, quoi, parce que... il suffit de les toucher avec un petit coup de laser et ils explosent. Et si le vaisseau mère s'enfuit de la bataille, ils se retrouvent comme des couillons sur place. En fait, Throne, lui, a cette réflexion de se dire il faut améliorer notre flotte. Et c'est ça qui, en fait, en améliorant le soldat de base, c'est comme ça qu'on va améliorer notre armée. Plutôt que d'avoir une grosse arme, un gros canon qui va faire le job pour tout le monde. Et avec le risque, en fait, d'avoir en effet une faille qui puissent se trouver et donc alors que si c'est plein de petites armes qui sont améliorées, il y a moins de facilité à pouvoir contrer ça. Mais c'est surtout qu'ils peuvent intervenir s'il y a différents foyers de rébellion. L'étoile de la mort, elle peut pas être partout. Et puis, dans d'autres romans, on voit à quel point la formation des pilotes de l'Empire est poussée et à quel point c'est des bons quand même. On est toujours là avec nos Mavericks de la rébellion, mais du côté impérial, il y a des très très bons aussi. C'est quand même dommage de mettre des gens avec une formation aussi longue et avec des talents pareils dans un cercueil volant. Donc, je pense que Throne, il l'a bien intégré aussi. Et c'est tout à son honneur, quoi. Parce que regarde, dans Étoile perdue, nos héros, c'est des pilotes, on n'a pas envie de les savoir dans un truc qui n'a pas de bouclier, c'est du tir au pigeon, quoi. Ouais. Bah c'est sûr que quand l'Empire sortait de la guerre des clones, pour eux, les clones, en termes de formation, c'était pas... C'était surtout de l'infanterie, quand même. Ouais, ils faisaient une formation accélérée, ils étaient tous expandables, oui, je sais pas le terme, là, tout de suite, tu vois. Fait. La chair à canon, quoi. Et il y a un peu cette idée il y a un peu cette idée qui s'est maintenue, en fait, dans l'Empire, que, voilà, à partir du moment où on pouvait lever une armée à partir de la population, c'était quasiment illimité, quoi. Alors que les clones avaient un certain coût. C'est la raison pour laquelle on est passé des clones aux humains, parce qu'en général, ce sont des humains. Oui.
C'est parce que voilà, il y avait, on pouvait avoir la même chair à canon, mais avec un coût moindre. D'ailleurs, c'est curieux par rapport à ce que tu disais, une réserve illimitée de personnel, parce que c'est vrai que d'emblée, ils se tirent une balle dans le pied, l'Empire, avec leur système de ne prendre que des humains. Parce que dans une galaxie où il y a autant finalement d'espèces différentes, et peut-être certaines qui sont peut-être plus douées pour le pilotage, après tout. Comme on le voit dans la menace fantôme, comment exactement. La course de pod, et ben il n'y avait pas d'humains du tout. Ouais, pourquoi se limiter aux humains? Ça, c'est... Parce que l'Empire, c'est des racistes. Ce petit côté xénophobe. Non, je pense que ça, c'est dans l'objectif de rester cohérent avec le film à la base. Quoi. C'est ça. C'est pour faire qu'un seul modèle de costume. C'est le contrôle ça, mais des coûts, il aurait pu aussi se lancer dans ce genre de projet, Throne venant en plus effectivement d'une autre espèce, en disant on va essayer surtout de recruter des espèces d'aliens qui sont alors il avait déjà du mal à se faire accepter lui tout seul. Voilà. Alors je pense que si en plus il allait devenir un poil à gratter de ce côté-là, c'était mort. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en face, tu as un modèle d'armée avec une race dominante qui a des races vassales et qui les traitent super mal. On a l'exemple des Grises qu'en face, qui est un peu le travers ultime s'il y avait une mixité dans une armée où en fait, non, t'as plein de peuples qui sont asservis à une seule. Et c'est un asservissement qui est hyper moche en plus parce que on est avec Big Brother qui te retourne le cerveau et tu finis par être loyal envers tes bourreaux. Enfin, c'est assez terrible, quoi. On a ça plusieurs fois dans le Legend et dans le canon aussi, d'avoir des comme ça sur une planète, d'avoir deux espèces et l'une qui prend le pas sur l'autre. Comme sur Naboo. Voilà, comme sur Naboo par exemple, même si c'est un peu moins, il y a pas une notion de mise en esclavage des Gungans, c'est juste qu'ils s'estiment un peu supérieurs et les Gungans ont une impression d'infériorité. Bon, après t'as aussi les Calamari, les Quarren, il y a eu une opposition qui s'est faite entre leurs espèces, puis t'en as d'autres qui vraiment carrément les ont mis en esclavage. Alors je n'ai pas les noms là en tête tout de suite, mais c'est quelque chose qui a déjà été développé dans l'univers étendu. Parce que finalement, l'armée où on accepte tout le monde comme il est, quelles que soient les espèces, je pense que c'est vraiment réservé à la rébellion et à la résistance en fait. Cette espèce de côté inclusif, très bienveillant. Mais parce que chez les schistes, c'est pas très bienveillant non plus quand tu leur balances un humain dans les papates. Hein. Ah mais Ellie, il était trop mignon quand même. Elie Vanto, il s'est fait des amis. J'ai même cru à un moment donné qu'il allait se faire une petite amie. Oui, moi aussi. en fait, Zan, il flirte avec les flirts. C'est-à-dire qu'il y a plein de fois que je dis, déjà, tu vois, dans le premier, sur la bromance / boy love possible entre Ellie et Fleur, tu dis, dans le deuxième tome, tu dis, Anakin et Fleur, ça va peut-être donner. Non. Et dans le troisième, effectivement, il y a une navigatrice, tu te dis, la Vanya, là, dans la pochette, la Vanya. Eh ben, non. Elles sont un peu jeunes, les navigatrices. Mais non, mais celle-là, elle est vieille. Enfin, elle est vieille. Elle a 22 ans. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, elle est légale. Il n'y a pas de problème. C'est bien pour ça c'est en plus, tu te dis, c'est bien pour ça qu'il a fait une nana de 22 ans. Il pouvait garder une gamine. Parce que tu pouvais tout à fait te retrouver. Dieu sait si on a beaucoup d'histoires où tu as une gamine à protéger. Hein, donc, ce serait pas la dernière fois qu'on aurait ce modèle-là. Où il aurait à s'occuper d'une petite fille ou d'une jeune fille prépubère. Bon, voilà. Sans aucun risque de pédophilie, machin. Eh ben, là, elle te dit, voilà, une nana qui a 22 ans, qui arrivait à conserver des capacités, on va peut-être pouvoir expliquer ça après. S'ils l'ont mis si proche en âge de Ellie et donc légal, c'est qu'il doit y avoir une raison. Eh ben non. Ouais, mais je sais pas, je pense qu'il a du mal à conclure, Zan. Je te confirme. Hein. Alors, je parle pas dans la vraie vie, c'est-à-dire dans son écriture. Mais alors, ça en fait quasiment un Skywalker d'adoption, alors finalement, hein, parce que. Attends, il a réussi à conclure, Anakin. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Alors que c'était vraiment pas gagné. Hein. On sait pas comment il a réussi, mais il a conclu. Because le scénario, hein, c'est toujours pareil. Mais ouais, c'est vrai que quand t'es une fille, que tu lis ça, ou un garçon aussi, il y a des garçons qui aiment la romance, et on te jette comme ça des bouts d'os, parce que notre Ellie, il est quand même troublé par Vanya au début, on sent qu'elle lui a tapé dans l'œil et tout. Donc t'es là, t'es au taquet, hein, elle a la truffe au ventre, et puis non, rien. Il y a quand même tout un passage aux portes de la mort, machin, avec des promesses de trucs. Je sais si j'ai lu ça dans des romans, hein, tu te dis, ouh, ça sent le... Mais non.
Non, il a du mal à conclure, Mais effectivement. ouais, je pense qu'il est aussi attaché à cette idée d'une amitié, tu vois, qui serait platonique, quoi. Oui, oui, C'est oui, peut-être, oui. ça fait Mais peut-être partie de ses fantasmes à lui, je ne sais pas. C'est vrai que moi, j'attends plus, en fait. Quand je lis du Zan, je m'attends plus à ce qu'il y ait une romance, en effet. Mais moi, c'était mon premier Zan, hein, c'est pour ça. Ah, oui. Mais par exemple, Anakin Throne, j'y ai absolument jamais cru. Enfin, je me suis jamais dit, tiens, peut-être. C'était sûr que non. Autant Elivanto et Throne, surtout dans le troisième, quand il y a les retrouvailles et tout, j'attendais à ce qu'il y ait une petite émotion énorme sur le visage de Zan, de Throne, pardon. Et que chi pas du tout. Et ouais. Enfin, on sait pas, tout est intérieur chez Throne, alors tu sais, on sait pas. Oui, mais comme ça nous est pas dit, voilà, des fois tu te dis non, mais donne-nous quelque chose, Throne, rien. Surtout à Ellie, pauvre Ellie qui était tout déçue, tout malheureux, là. Ah, il m'a fait de la peine. Tout émotionné de le revoir. Il se prend un méga vent. Ah, mais c'est ça. Quel cran. Mais justement, on n'avait pas parlé jusqu'à présent, c'est l'occasion, parce que tu nous en avais parlé l'année dernière, la question des couvertures. Bon, moi, je lis sur Kindle, mais je vois les couvertures passer. Et elles sont magnifiques. Et tu avais parlé notamment de la question d'avoir à choisir entre la version jeune et la version plus âgée, tu vois. Ah oui, pour Alliance, tome 2. Ouais. Voilà, exactement. Mais t'es bien en avant, tu vois, justement, ce côté-là. Ouais, bromance, boy love, j'en sais rien. Enfin, c'était une possibilité, même dans le choix des couvertures, finalement. Ouais, enfin, après, il y a Padmé qui est sur la couve aussi, quand ils sont plus jeunes. Non, elle y est peut-être pas, mais ils ont fait une version Padmé. Ah, elle est peut-être sur la 4e de couve, du coup. Où elle est en train de se balader à Batuu, là. Ouais. Quand tu veux à l'illustration entière, il y a Padmé. Mais en effet, sur le plein, tu vois que les deux gars. Et ouais, j'avais réfléchi à ce qu'on la sortait. Alors c'était un peu tard en fait pour pouvoir changer la couverture, donc j'avais pas pu le faire. Mais je me demande si j'avais eu le temps, est-ce que j'aurais pris la version de la convention? Je pense pas, parce que en fait c'est pas représentatif du bouquin. Il me semblait plus représentatif de les avoir en version Vador et Throne plus âgé. Alors que tu vois, nous on avait préféré finalement la version Anakin Throne jeune. C'est sûr, puis Throne il est super sexy, plus jeune là comme ça, et puis retrouver Anakin en couverture, ça fait vachement plaisir. Enfin, c'est évident. Mais donc du coup, il y avait ce côté chouette, mais pas un chouette qui soit vraiment justifié en fait. C'était une couverture de convention, quoi. C'était une couverture pour un petit bonus, pour quelque chose qui fait plaisir. VIP. Ouais. Et pas forcément quelque chose qui se justifiait. Alors que là, pour Trahison, je trouvais vraiment que la version de la convention, elle convenait aussi bien que... Même elle était même mieux que la classique. Je sais pas si vous avez les deux en tête. Il y en a une avec Palpatine. Voilà, on a Palpatine qui est derrière Throne. Et alors, non seulement je trouvais qu'elle faisait vachement redite des autres, en plus je trouvais Throne pas très beau dessus, enfin vraiment en gros plan là. Et puis Palpatine, on le voit quand même pas beaucoup, hein. Donc je trouvais que c'était un petit peu aussi une promesse non tenue. Donc valait mieux mettre Throne sur le trône, quoi. Et ben avec le village des damnés autour de lui. Là. Oui, c'est ça. Oui. Alors moi je la trouve avec tellement les classe. autres derrière. Elle est effectivement plus jolie. Ouais. Elle est vachement bien, ouais. Ouais, parce qu'il y a le côté, il est en train de fomenter un coup avec les autres derrière, tu te dis, oulala, ça peut... Ouais, puis c'est l'esprit, l'esprit de réflexion. En plus, il est sur un trône qui ressemble à celui de l'empereur, donc il y a la réflexion de quels sont ses objectifs, et puis l'ascendance qui est derrière, enfin les schistes qui sont derrière, du coup... tu te dis, ah bah tiens, il va peut-être commencer à prendre parti pour son peuple au détriment de l'Empire, donc tu peux te poser ces questions-là. Pour un titre qui s'appelle Trahison, je trouve que ça avait du sens, quoi. Parce que c'est pas du clickbait pour le lecteur. Bah, je trouvais moins que d'avoir l'empereur derrière, ouais. Ah oui, l'empereur, il a rien à foutre là. Enfin, même si on peut se dire il va trahir l'Empire, parce que c'est un peu la position de Ronan, qui ne le connaît pas et qui a un a priori négatif sur lui, c'est il va trahir, c'est censé être la question que le lecteur se pose en lisant. Bon, malheureusement, ou heureusement, quand tu as vu la saison 4 de Rebels, tu sais qu'il trahit pas. Mais on est censé s'interroger là-dessus. Où va son allégeance quand il est mis au pied du mur? Ah bah, on s'interroge dessus depuis le tome 1, alors c'est vrai que tu te dis à quel moment ça sort. Mais là, finalement, sa double allégeance, il n'y avait pas de clash, puisque l'objectif commun, c'était de virer les Grinch, vu qu'ils ont eu le malheur d'entrer dans le territoire impérial.
Voilà, mais moi j'avoue que j'étais très contente que le setup qui avait été fait dans le tome 2, sur le côté les navigatrices, Grinch, etc., qu'on ait le payoff dans le tome 3, ça faisait vraiment plaisir, ça m'a fasciné ces histoires de navigation. Ah, les navigatrices, c'était le top. Et je veux dire que c'est ce que j'ai préféré du tome. C'est le plaisir de vous dire qu'on continue à développer et en beauté dans la trilogie de l'Ascendance. Ah, parce que c'est vrai que c'est ce qui est, je trouve, le plus réussi finalement là. Là, t'es bien alléché sur cette question-là. T'as vraiment envie d'y aller. La question là tu parlais de la double vision. Alors là, on est entre double vue, triple vue. Il y a un moment, je suis là, attends, lequel est lequel? Parce que il y a des moments, tu sais plus. Et oui, la question de la sensibilité à la force et ces petites jeunes filles là qui sont un enjeu effectivement entre les Grisques et les Schisses. Ça, c'était vraiment passionnant. Je crois que c'est vraiment ce que j'ai préféré dedans. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que dans la nouvelle trilogie, ils ne les appellent plus navigatrices comme ils le faisaient là, ils les appellent Skywalker. Ah oui. Ça va être perturbant, ça. Ça sent le pâté pour les navigatrices, Aurélie. Ne le sens pas. Elles vont tout y passer. Déjà que, bon, elles ont déjà quand même quelques problèmes dans celui-là. Mais moi, ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est la déférence de Thrawn et de Haralani, puis finalement de tous les Chiss, vis-à-vis de ces gamines. La confiance absolue qu'ils ont en ces gamines. Et, enfin oui, voilà, c'est une dévotion sans faille pour protéger ces petites filles, quoi. J'ai trouvé ça super parce que c'est vrai qu'on a une image de Thrawn qui est très très froid, détaché, etc. Et puis même tout l'équipage du Steadfast, ce sont quand même des militaires chevronnés, donc ils sont très disciplinés. Et puis tu as ces enfants qui changent complètement l'énergie dans ce monde militaire. Et puis tu vois tous ces gens qui sont pas attendris, mais très très protecteurs vis-à-vis de ces petites filles. C'est vraiment une grande admiration chouette. Aussi. Oui, pour ce pouvoir qu'ils n'ont pas, mais ils leur font confiance. Non, ça c'était vraiment vraiment chouette. Je suis ravie d'apprendre qu'on va continuer à creuser ça parce que vraiment c'était un des trucs que j'attendais le plus sur le tome 3, c'était quand même de voir ce que ça allait donner, même au niveau des Grinch, etc. Il y avait des choses très intéressantes là, leur puits gravitationnel, enfin ça offre plein de possibilités même pour la suite. Ah bah tu regrettes que le petit Anakin n'ait pas été récupéré finalement par les Chiss quand il avait la force parce qu'il aurait été mieux traité, protégé, voilà exactement parce que il y a un profond respect vis-à-vis effectivement de ce qu'elles sont élues, elles sont choisies un peu justement comme Anakin qui est présenté comme l'enfant élu en fait, elles sont considérées comme élues en fait. Ouais, et en même temps, c'est intéressant que tu dises ça, parce que il va y avoir vraiment un parallèle qui va se faire avec l'ordre Jedi. Donc c'est marrant, parce que du coup, Zan, il en parle pas beaucoup des Jedi, même pas du tout. Enfin, il a parlé un petit peu d'Anakin, là, dans le deuxième, mais sinon, on voit aussi que cette vie de navigatrice, de Skywalker, elle est pas toute rose, et que le fait d'avoir en plus une durée de vie comme ça, limitée, en tant que navigatrice, alors pas de durée de vie... Elle meurt pas, mais voilà, enfin... Ah bah, elles deviennent pubères, faut le dire, c'est pas le mot voilà, ça. C'est dans le sous-texte, c'est ça, c'est-à-dire qu'au moment où tu finis, comme c'est jusqu'à à peu près 10-12 ans, c'est du Christine à l'envers, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir ses pouvoirs qui naissent au moment où elle a ses premières règles, en fait, elles perdent leur pouvoir avec leurs premières règles, quoi. Si ça existe, les règles chez les Chiss, mais bon, c'est le principe. Ça rend super complexe pour ces petites filles, en fait, de comprendre quel est leur... On les met sur un piédestal pendant tout le temps où elles sont navigatrices et elles ont ces pouvoirs, et puis elles finissent par le perdre au moment où commence leur vie de jeune adulte. Alors, du coup, il y a une perte de confiance en soi, et enfin, voilà, c'est quand même assez compliqué pour ces enfants-là, et c'est intéressant de voir ça en parallèle avec l'ordre Jedi, et aussi le fait, voilà, de récupérer les enfants tout jeunes et familles, et bon, bah, c'est pareil, là, elles sont aussi retirés à leur famille. Donc il y a ça qui est développé dans la trilogie de l'Ascendance. Ça aussi, c'est très intéressant. Tu nous le vends bien, quand même. Mais je suis dedans, là. Alors forcément. Oui, c'est vrai que j'avais pas nécessairement l'impression que c'était si valoriser la force chez les Chiss. Dans le sens où ils sentent bien que ça peut être un truc embêtant quand même. Parce que je crois qu'une des appellations, c'est la chose quand même pour parler de ça. Bah, de toute façon, elles sont maîtrisées, puis le fait qu'elles ont un jeune âge, ça les arrange aussi, je pense. Peut-être qu'ils auraient plus peur si c'était des adultes, et peut-être que quand c'est Vador dans Alliance qui se met à piloter le vaisseau, peut-être qu'ils étaient moins tranquilles. Bah, c'est sûr que c'est pas une gamine de 10 ans, Ouais, puis il sait pas trop faire, il fait ça un petit peu, d'où c'était. À la One Again, la Anakin, quoi. C'est ça.
Ça va secouer. Là, on sent que c'est vachement maîtrisé, quoi. Ces navigatrices, elles sont maîtrisées depuis le plus jeune âge. Elles ont quelqu'un qui les suit, une gouvernante qui s'occupe d'elles, qui va s'assurer qu'elles font les choses comme il faut, comme prévu. Elles savent peu de choses en fait sur leur mission. Et du coup, c'est quand même très maîtrisé. En effet, je pense que les schistes comprennent pas ce pouvoir, et pour eux, c'est quelque chose de très mystérieux. Par contre, ils ont vu qu'il y avait un intérêt certain, et donc ils le maîtrisent de cette façon-là. Il y a quand même une admiration, une révérence, mais en même temps, en effet, une incompréhension. Ils ont rien pour comparer ça avec leurs propres aptitudes, quoi. D'ailleurs, de ce que tu vois sur leur culture, il y avait quelque chose qui m'avait frappé, c'était au lieu d'avoir droit à notre pensum du que la force soit avec toi, là, c'est que la fortune du guerrier soit toujours en ta faveur. Alors, on est entre Star Wars et Hunger Games. Ouais, c'est marrant, il y a des termes techniques, en fait, et là, on le voit plus encore dans la trilogie de l'Ascendance. Des termes techniques, en fait, qui sont pas les mêmes qui sont utilisés c'est logique, quoi. C'est ça, que vous disiez tout à l'heure sur les espèces. Il n'y a pas de mélange d'espèces du côté de l'ascendance schiste parce qu'ils ont été vraiment isolés, en fait, par le lieu géographique où ils habitent. Il y a un lieu, entouré d'une chose qui s'appelle le chaos et qui, en fait, empêche les vaisseaux de traverser et de les rejoindre. Là, ils sont isolés et c'est grâce justement aux navigatrices qui peuvent traverser ce chaos parce qu'elles ont un moyen de voyager qui est différent de l'hyperpropulsion habituelle et qui permet d'éviter en fait toutes ces embûches et donc ils sont isolés et il n'y a pas cette mixité d'espèces. Et du coup, je pense que Thrawn, il est pas forcément à l'aise avec le mélange des espèces non plus, en fait. Il n'est pas xénophobe parce que, voilà, là où il est dans l'Empire, il est forcément lui-même étranger, mais le mélange des espèces, c'est pas non plus son habitude, quoi. Non, mais on peut quand même complètement mettre en avant une culture où tu fais confiance aux femmes pour t'emmener à bonne destination. Ça change du cliché habituel où tu vois la nana, c'est pas lire la carte routière. Là, c'est le GPS, la fille. Enfin, la petite fille. Ouais, tout à fait. Il n'y a pas d'a priori sexiste. Ah, on est loin de l'époque où les femmes étaient interdites sur les bateaux parce qu'elles portaient malheur. Hein. On est à l'opposé de ça, mais... Par rapport à la force, moi j'ai été quand même frappée dans le tome 2 par le fait que Thrawn, il est très intrigué par ce qu'Anakin en fait. Et je pense que ça fait vraiment partie de son caractère aussi, cette curiosité pour les autres. Ça passe par l'art quand il s'intéresse à une culture et pas uniquement si c'est des ennemis potentiels. Et tout ce qu'Anakin faisait avec la force, t'as des Thrawn qui étaient là en mode « Ah, c'est intéressant !» Bah disons que ouais. Il le rapproche en fait de ce que font les navigatrices, sauf qu'elles l'utilisent vraiment que pour ça. Elles l'utilisent pas pour le reste de leur quotidien ou quand ou pour combattre ou pour ce qui est logique vu qu'à 12 ans elles l'ont plus. Bon bah forcément t'as pas des guerrières quoi. Puis c'est peut-être pas dans leur intérêt de le faire non plus. Ils auraient peut-être peur que ça leur pète à la gueule derrière ou je sais pas. Aussi, mais en tout cas ça s'est pas développé dans ce sens-là. Donc forcément lui ça le surprend. Il se dit tiens c'est une utilisation de ce pouvoir complètement différent de ce que nous on en fait. Et c'est amusant que ce soit à nouveau des filles parce que moi ça m'a fait penser aux Sœurs de la Nuit sur Dathomir. Là aussi une utilisation très différente de la force, uniquement par des filles en fait. Et je trouvais ça, alors qui font plutôt penser à des sorcières et là t'as plutôt un phénomène de plus tu vieillis, plus t'es puissante, enfin quelque chose de plus classique quoi. Mais c'est encore une autre façon d'utiliser la force. Ça c'est quand même hyper intéressant. Il faut lire ce livre. On va être obligé de le dire comme ça. Comme on disait la dernière fois, de toute façon, si tu as commencé la trilogie, il faut le faire jusqu'au bout. Par contre, c'est vrai que j'ai eu du mal à le lire. Ouais, ça dépendait des chapitres en fait. Moi, dès qu'il y avait Ronan, il y avait des moments où j'avais envie de balancer le bouquin et de lui casser la tête à Ronan. Mais sinon, il y avait plein de moments sympas, mais c'est vrai qu'il fallait s'accrocher. J'ai trouvé que par rapport à la première trilogie, celle qui est Légende maintenant, c'était plus lent, c'était plus politique, c'était très différent. À la fois, c'était le Thrawn que j'avais connu, et il n'était pas tout à fait pareil. C'est un peu déstabilisant dans cette trilogie. Et puis il y avait aussi des personnages qu'on connaissait. Il y avait ça aussi, alors qu'ici c'est que des personnages, bon à part Krennic qui passe rapidement, Tarkin pareil et l'Empereur, au final c'est que des personnages nouveaux en fait.
Ça, c'est tout le problème d'avoir fait le remplissage, c'est ce qu'on dit à chaque fois, de vouloir combler les trous. C'est-à-dire que là, tu sentais qu'il fallait combler les trous entre Rebels et Rogue One. Donc, réintroduire des personnages qui vont servir après sur Rogue One, tout en faisant le lien qu'on venait de sortir de la bataille sur Lothal, là, Rebels. Et finalement, Krennic, est-ce qu'il y avait bien besoin de le placer? Tu vois, je suis pas sûre. Bah, c'était intéressant dans toute la réflexion sur le projet Nébuleuse et face à son projet à lui qui était complètement opposé. Enfin, ça c'est la toile de fond. Ah oui, mais ça tu pouvais le faire simplement avec Ronan, avec son copycat là, qui pouvait. Oui, bah alors du coup, Krennic, on pouvait le représenter. Ouais, c'est parce que je pense que ça lui faisait plaisir d'avoir une scène où on le voyait et où il pouvait lui le faire parler. Enfin, tu vois, ça c'est aussi, à mon avis, un trip d'auteur, hein, de prendre des personnages qui existent et puis de les faire parler et interagir. Après voilà, il l'a fait juste pour une scène et en effet après c'est Ronan qui prend la suite. Quand même, je trouvais que les apparitions de Krennic, ça permettait d'alimenter la rivalité avec Tarkin. Oui, Tarkin. Ouais, parce que finalement, dans Rogue One, on sent que c'est pas le grand amour, mais on prend pas la mesure, je pense, de la ruse de Tarkin qui, de ce projet, enfin, auquel il ne croyait pas du tout, finalement, va faire son truc, quoi. Ouais, il va le récupérer. Ouais. Exactement. Donc, c'était bien de les voir se bouffer le nez, Tarkin. Oui, on pouvait pas avoir un Krennic à la place de Ronan sur la passerelle du vaisseau de Throne et se faire humilier et tout ça. Enfin, c'était pas possible, je pense, en effet, d'avoir ce personnage-là. Fallait qu'il reste au même niveau, enfin, que ça reste un rival potentiel de Tarkin, donc qu'il soit encore le niveau du dessus par rapport à Throne. À mon avis, c'est pour ça que le personnage de Ronan a été créé. Le poil à gratter pour tout le monde, sauf The Throne qui s'en accommode très bien, même si ça doit l'irriter. Et lui, il est complètement zen, là où Elivanto, tu sens qu'il a envie de faire comme le lecteur, c'est-à-dire lui péter la tête à l'autre. Ou Faro aussi a été à deux doigts de lui péter les rotules à la fin du roman. Faro, elle est bien, elle est intéressante aussi, Faro. Ah ouais. Qui n'a pas eu droit encore à une représentation dans quoi que ce soit, elle en dehors du roman finalement. Non, tout à fait. Ouais, non, elle est personnage de la trilogie. Ouais. C'est ça, tout à fait. Donc, à savoir si elle ressortira à un moment ou à un autre, mais pour l'instant, c'est vrai qu'elle n'existe que au sein de la trilogie de Zan. Ouais. Comme elle a une promotion à la fin, qu'elle va diriger sa propre flotte, il est possible qu'on la trouve dans du contenu qui se passe pendant les épisodes genre 4, 5, 6. Il faut savoir que Zan, pour lui, c'était pas une trilogie, ces 3 livres. Il avait vraiment des projets pour écrire encore de nombreux livres derrière. Mais il a toujours été bloqué en fait par Rebels et la fin de Rebels et le fait de pas, que pour l'instant c'était pas encore développé ce qui arrivait à Thrawn et à Ezra, et du coup il a dû s'arrêter là et il est reparti en arrière pour laisser le temps à ce que l'histoire se développe et que ça soit pas en livre, que ça soit développé tout de suite. Et voilà, donc on peut penser que là avec la série sur Ahsoka, des choses soient développées et du coup qu'on le voit revenir. Et est-ce que Zan reprendra la plume pour écrire la suite, soit combler ce qui s'est passé entre les deux, soit écrire ce qui se passe après si Thrawn survit à la série, ce qui n'est pas gagné. Mais en tout cas, c'est possible encore qu'il ait des choses à raconter, et entre autres sur Faro aussi, quoi. Là, pour le coup, Faro, tu vois, c'est un personnage secondaire que j'aimerais bien recroiser au même titre qu'Elivanto, parce que on s'attache vraiment à elle. C'est un personnage de femme très intéressant. Moi, je t'avoue que là, le gros questionnement pour moi, c'est la question de la fameuse, finalement, ce qui sous-tendait aussi toute la trilogie, c'était la fameuse question de la menace des Grinch. Bon. Alors, nos Grinch, dès le début, il nous dit bien, voilà, potentiellement, ça va vous péter à la gueule, l'Empire. Bon, nous, pour l'instant, on est arrivé jusqu'à la post-logie, aucun Grinch n'a surgi. Et tu te dis, alors, à quel moment cette menace existentielle va finir par, alors qu'il prend des renseignements, qui est passé pas très loin de l'étoile de la mort et qui pourrait s'en emparer, et donc que ce soit très dangereux. Bon, fort heureusement, ils ne pourront pas s'emparer de l'étoile de la mort, puisqu'on sait ce qui lui est arrivé. Donc ça, spoiler, on est tranquille. Mais est-ce qu'à un moment, finalement, il a pris le temps de poser toute cette question-là sur sa trilogie? Ça va ressortir dans Star Wars, parce que ça pose un vrai problème, ça. Ouais, je pense qu'il a aussi écrit au fur et à mesure de la postlogie. Donc, il y avait des choses qu'il connaissait et beaucoup qu'il ne connaissait pas. Les régions inconnues, il y avait tout un
il y avait toute une construction autour des régions inconnues, des choses, enfin, tu vois, le premier ordre surgissait des régions inconnues, et en même temps, on a aussi cette menace qui était dans les régions inconnues. Donc, il y a un moment, on a toujours cru qu'ils allaient réussir à faire le lien entre les deux. Et puis finalement, c'est pas vraiment arrivé. Est-ce qu'ils avaient envie de le faire et que ça n'a pas pu se faire, ou est-ce que non, c'était juste une coïncidence de parler des régions inconnues dans les deux cas? On saura jamais trop, je pense. Mais bon, après, il y a toujours moyen de trouver un moyen enfin, une façon de relier les choses. Pour une fois, ça fait mentir Thrawn, si tu veux, par rapport à son expertise et sa stratégie, c'est de dire là là, attention, ça va vous revenir dessus, etc. Parce que tu te dis, ok, on arrive jusqu'à Snoke et jusqu'à Palpatine Redux. Où sont les Grinch? et là, Thrawn, peut-être en Post-Endor, peut-être qu'en Post-Endor, peut-être avec Ezra, ils sont partis avec les baleines de l'espace, ils sont allés chez les Gris, et là, il va se passer des trucs, et ils vont sauver ensemble, ils vont sauver la galaxie. De cette menace qui, du coup, n'aura jamais lieu. Bah alors, du coup, Ahsoka chez les Gris. Une menace n'est jamais une menace pour Thrawn, c'est une menace qui réussit à contrer, tu comprends? Ah oui, à un moment, tout son projet, quand il y a justement une bataille navale que je suis arrivée à suivre, celle-là, en mode, alors comment on va faire pour... non, on va les éliminer, on va leur péter la gueule une bonne fois pour toutes à ces gros cons. Là, il était un petit peu sorti de ses gonds, là, il se sentait un peu plus déterminé que d'habitude, là, quand même. Là, pour le coup, il partait en mode boucherie. Oui, c'était une affaire personnelle. Oui. Ils avaient attaqué les petites filles, quoi. Merde. Ouais. Ah, voilà. Mais je pense qu'ils auraient tort de se priver d'un ennemi aussi intéressant qui a des peuples vassaux, qui fait un peu penser au Goa'uld, qui a servi des peuples pour leurs propres besoins, quoi. Et puis les régions inconnues, c'est super grand, il y a des menaces qui peuvent surgir de n'importe où, en fait. Ouais, je m'inquiète pas pour Zan, il trouvera... Ils peuvent faire sortir ce qu'ils veulent. Les wagons. Ouais. Ah ouais, la plus grande menace étant celle représentée par Pique et Waffle. Mon Dieu, mais je n'ai pas compris non plus ce que je faisais. Chez une planète du désert avec des huttes. J'étais également au bout de ma vie sur ce passage-là, qui est pas raccord finalement avec beaucoup de choses. Après, je l'ai presque vécu comme un gag, le fait qu'à un moment justement, ils disent oh là là, et d'ailleurs ils ont fait il fait cette phrase-là qui est oh là là, une planète du désert, ça craint. Enfin, c'est jamais beau vu de l'extérieur. Ah oui, c'est ça. Oui. Mais le commentaire est fait, si tu veux, de dire de toute façon, rien de bon ne peut venir d'une planète du désert. C'est ça. Comme je suis d'accord. Et donc, l'incident Pique et Waffle, qui était peut-être la seule tentative d'humour, finalement, sur cette trilogie. Ouais, mais avec des Death Troopers, quand même. Ah oui, non, mais attends. Oh, le décalage. Non, mais quand même, si, c'est le moment où j'ai apprécié Ronan quand il est entré dans son rôle. Il a fait ça très bien pour... Ah oui, il est formidable. Oui, il se jouait lui-même, oui, effectivement, oui. Ça, c'était assez chouette. C'est le seul moment où j'ai ri, vraiment ri. Oui, c'est ce que je te dis, c'était le passage humoristique, finalement. Ouais, moi, je les ai bien aimés, les Death Troopers. Je les ai trouvés vraiment méchants, donc ça faisait du bien d'avoir des méchants. Enfin, vraiment cruels et à s'en foutre des autres et à faire leur job, et puis voilà. Donc, on avait des impériaux comme on les connaît d'habitude. Et en effet... voir Ronan tout d'un coup passer vraiment de coq à l'âne. 2 secondes avant, on a l'impression qu'il est paumé, il sait même pas ce qui se passe et quelle est la situation. Et hop, en fait, il a tout capté et il a joué son rôle à merveille. Moi, j'ai trouvé ça très chouette. Et ça faisait vraiment quand même les pieds nickelés qui partent en mission secondaire. Mais il aime bien en coller dans chaque tome. Il en avait mis sur la planète aussi avec Padmé. Oui les pêcheurs du dimanche, là. Mais en fait, ça révèle quelque chose de Ronan, c'est qu'il est capable d'être un bon soldat. Il faut juste qu'il soit loin de Krennic et de cette espèce de vénération qui le rend débile, quoi. Et puis il peut. Et donc voilà. Donc voilà. Ce qu'a senti Thrawn, tu vois. Alors on peut peut-être prévenir qu'on va peut-être se diriger vers la fin, justement, grâce à cette transition de Lucille, qui est donc va-t-il bien jouer son rôle loin de Krennic puisqu'il se retrouve envoyé. Alors après avoir fait cadeau aux fils de son chouchou Elivanto, là il leur fait cadeau de Ronan. C'est pas le même cadeau. Bah après, il a dit à Arlani, vous en faites ce que vous voulez. Hein. Aussi bien dès qu'ils sont passés en hyperespace, ça lui a fait la peau dans le vaisseau. C'est ça. Si sert à rien, c'est pas grave. Exactement. Peut-être qu'il va rencontrer une Chiss, tomber amoureux, et puis finalement, il voudra jamais retourner dans l'Empire, quoi. Ouais, je pense que ça peut tout changer, en fait. Le fait qu'il se retrouve l'étranger au milieu d'une autre nation, qu'il y ait plus la cape de Krennic qui traîne dans le coin.
Je pense que ça peut justement peut-être lui retourner le cerveau dans le bon sens. Il va lancer une mode vestimentaire chez les schistes, ils vont tous se mettre en cap. De pied en cap, allez hop, direct. Et donc ça veut dire surtout que grâce à ce petit échange de dernière, enfin, Erasmus, d'ailleurs. Oui, voilà, grâce à tout à fait, c'est ça. Grâce à ce petit séjour à l'étranger, là, il va échapper à la mort, en fait. Oui, c'est donc ça. Ça se trouve, c'est le dernier reliquat de l'Empire. Oh non, chez les schistes, il vit la vie de patachon avec des noix de coco et tout. On va le voir revenir, bah alors, il n'y a plus d'empire. C'est ça. Comment il y en a eu 2 étoiles de la mort qu'on dézingué? Il va être en dep pendant un moment quand même. Je pense qu'il va falloir. Ah bah surtout si c'est ce qui est arrivé à Krennic, oui. Ah ouais. Ou alors peut-être que du coup, il va avoir une révélation, se dire toutes ces années consacrées à un projet tout pourri, c'est Thrawn qui avait raison, et peut-être commencer à développer une vénération pour Thrawn. Va savoir. Mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'il se lance dans un grand programme Erasmus, Thrawn, parce qu'il leur envoie tous ses étudiants, en fait. Mais une fois encore, il essaie de faire sortir par le haut son ennemi, quoi. Bon, là, c'était son ennemi du même camp, mais c'était un peu quand même le relou de base qui lui mettait des bâtons dans les roues. Et une fois de plus, il va pas se contenter de s'en débarrasser, parce qu'il aurait pu facilement, là, faire remettre en prison ou... Enfin voilà, vraiment, il lui sauve la vie en l'envoyant chez les... Oui, parce que me disant, c'est soit tu meurs, soit tu vas chez les schistes. Voilà, et c'était un petit peu ce qu'il proposait déjà à Night Swan dans le premier, quoi. Oui, c'est la solution à chaque fois, c'est tu meurs, tu vas te faire voir chez les schistes, c'est l'un ou l'autre. Et sans savoir ce qui peut t'arriver chez les schistes. Enfin, en même temps, tu tentes ta chance avec les schistes. Hein. Ouais, mais j'ai pas l'impression qu'ils se contentent de la décoration, les schistes. T'as intérêt à avoir des billes derrière. Hein. Ouais, c'est vrai qu'Elivanto, avec son talent pour les chiffres et trouver des schémas directeurs, etc. Ça c'était intéressant aussi, parce qu'il y avait l'impression qu'on lui avait donné tu parlais avant de budget, Aurélie, au début, donc des fois t'as un côté un peu, d'accord, on est sur les gens comptables, ils se préparent pour la déclaration des impôts et tout, et lui on lui donne des chiffres, et ça depuis le début, le pauvre garçon, on a l'impression, il a vraiment l'impression qu'il se retrouve toujours avec des casseroles et des trucs dont personne ne veut, et qu'on il est super déçu au début, voilà. Il est super déçu, il pensait qu'il allait arriver... Il allait faire le même job qu'il faisait pour Thrawn, et finalement, non. On le met dans un placard à faire des calculs. Ouais. Pas comme Finn dans le placard à balai, mais pas loin quand même. Croit-il. Et c'est vrai que c'est un payoff qui est intéressant, effectivement, dans le roman, le moment où Arlani lui dit, mais tu sais pourquoi je t'ai donné ce boulot de chiffres et tout? Bah non. Pour t'occuper, justement, tu t'intéresses aux navigatrices. T'es là pour essayer de trouver un schéma de comment elles deviennent ce qu'elles sont. C'est là que tu vois que les schistes, ils ont un peu tous, et comme Thrawn, la même manière de procéder, c'est-à-dire je donne très peu d'infos aux gens avec qui je bosse et je leur explique qu'après. Il est un peu comme ça, Thrawn aussi. Il va pas expliquer pourquoi est-ce qu'il te fait bosser sur tel truc, et il va t'expliquer après. Il te donne le moins d'infos possible. Mais peut-être que les schistes posent pas de questions non plus. Peut-être que ils sont tellement disciplinés que on te donne un truc, tu le fais en fait. Ouais, je sais pas. En tout cas, en général, ça fonctionne. C'est-à-dire que s'il avait eu trop d'infos, peut-être qu'il aurait pas réussi à voir ce qu'il y avait à voir. Donc c'est peut-être aussi une bonne idée de ne pas trop en dire. Mais en effet, c'est très frustrant pour ce pauvre Elivanto qui va continuer à être dans cette position de je me fais brinque-baller de gauche à droite. Et on prend un peu de pitié quand même. Ah lui, pendant une bonne partie du roman, t'es comme lui, tu te dis mais il est vraiment la dernière roue du carrosse, tout ça pour ça. Mais c'est... Ouais, moi j'ai été un peu déçue de le retrouver même presque. J'étais contente de le voir et puis j'ai trouvé que du coup j'étais déçue de la manière dont son arc s'est continué, on va dire. Disons qu'on attend, en fait comme lui, on attend qu'il y ait un moment de calme où Thrawn va enfin pouvoir venir le voir et lui dire je suis bien contente de te voir mon vieux, et voilà, qui est même dans sa façon de faire à lui, Thrawn, tu vois, sans effusion d'émotion. Il va pas faire péter les cahuètes et sortir la mousse, c'est ça, sûr. Mais à part des petits échanges savoureux où on voit qu'en fait, à travers ce qu'il dit, il est super content de le retrouver et qu'il lui a manqué. Et en fait, on l'a pas. Et on est vraiment à la place d'Elivanto à se dire mais merde, quand même, je m'attendais à ce qu'il y aurait quand même un léger tressaillement de son de son sourcil gauche quand il me verrait, mais non, même pas. Je l'imaginais faire des yeux de porc en voyant ça, genre mais on est potes, oui ou merde. Ouais, c'est une petite occasion manquée. Ce qui, du coup, par rapport à ce que tu disais aussi, Lucille, au début, par rapport à Thrawn, c'est-à-dire le fait que
Est-ce qu'il a un développement, du coup? Il en a pas non plus, lui. C'est-à-dire qu'il pourrait très bien, quand tu souhaitais qu'il ait un échec et de voir comment il va réagir face à un échec. Et on se dit que, ouais, quelque part, ce serait bien aussi de voir qu'il évolue à force de fréquenter des humains et que, au fur et à mesure de ses expériences et de ce qu'il voit passer, il y ait quand même, pas qu'il se transforme en bisounours, c'est pas la question, mais qu'il y ait quand même des moments de, je sais pas, d'introspection ou de changement dans certaines attitudes. Même un froncement de sourcil gauche, voilà. Exactement. Ah ouais, on prend le sourcil expressif, hein, ouais. Il a ce défaut que Zan a développé, c'est son incapacité à lire le jeu politique. Et donc ça va être le défaut qu'il utilise et qui fait qu'il va se retrouver en effet de temps en temps un peu à côté de la plaque. Bon, ça fait du bien de le voir un peu à côté de la plaque de temps en temps. Alors, ça a été très développé dans le premier tome, puis de temps en temps saupoudré dans le tome 2 et 3. Ça va être à nouveau utilisé dans la trilogie de l'Ascendance. Et là, c'est aussi intéressant de le voir parce qu'on le retrouve tout jeune. Et on le voit quand même évoluer. Et il est pas la bête intellectuelle qu'il est dans cette trilogie-là. Donc ça fait du bien. Mais c'est vrai qu'on aimerait bien le voir un peu plus se planter. Même si c'est pour retomber sur ses pattes à la fin, c'est pas grave. Enfin, tu vois, ça fait partie aussi de l'intelligence, c'est de savoir s'adapter à une erreur et puis. D'autant qu'il le cite, quand il réfléchit à la voix du guerrier, à un moment donné, il a cette réflexion sur l'échec et comment tu dépasses son échec pour rebondir et tu retires la leçon. Et c'est pas tellement montré. Et là, il y a une occasion manquée, je pense. C'est ce qu'il fait avec ses subalternes, quoi, mais pas avec lui-même. Et au début du volume 3, ça commence, il vient de se faire botter les fesses sur Atolone, à la fin de la saison 3. Oui. De Rebelle. Non, ça c'est le tome 2, pardon, excuse-moi, je dis des bêtises. Il est mis en difficulté et puis il se retrouve avec Vador dans les pattes. Ouais. Et il n'y a rien qui indique qu'il a encaissé cette défaite et qu'il va en tirer les leçons. Et il est égal à lui-même, en fait, comme si ça glissait sur lui. Modifier quelque chose dans sa manière de procéder ou autre chose. Ouais, non. Et je trouvais ça dommage parce que, effectivement, les grands généraux, ils apprennent aussi en se plantant, quoi. On est un peu dans la position d'Ellie, nous, tout le temps, avec Fern, en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'on a envie d'interagir avec lui parce qu'il nous plaît bien, etc. Et on voudrait avoir quelque chose. Et puis, on se retrouve comme Ellie, voilà, en carafe. Mais donne-nous quelque chose. Mais quand il s'est fait doubler par Arinda Price, quand même, là, c'est dans le livre, dans le premier. Il se fait doubler et là c'est parce que justement il n'avait pas vu son petit jeu politique et donc il l'a pas vu arriver et on sent qu'il y a une colère sourde quand même de ce que Price a créé et a fait et en plus lui fait porter le chapeau et on sent qu'il y a une colère super sourde en fait quand ils rediscutent ensemble à la fin là et s'il avait pu la faire tomber, il l'aurait fait, hein, c'est sûr, s'il avait eu les preuves. Et d'ailleurs, dans Rebels, leurs relations sont très tendues. Elle passe pour une abrutie finie, et lui, il est au-dessus de ça, quoi. Vraiment, c'est pas une alliée très, très, très fiable, et ça se voit qu'il l'apprécie pas beaucoup. Ouais, c'était quand même une erreur de sa part, et on sent qu'il prend la chose. Mais c'est vrai que le fait de pas être dans la tête de Thrawn, à part par ces petits moments de mentaliste là, mais sinon le fait de pas être dans sa tête, forcément ça nous le rend un peu plus hermétique. Mais en même temps, si c'était pas le cas, ça serait pas le même personnage. Oui, c'est toute la difficulté, c'est tout le fil du rasoir avec ça, c'est-à-dire qu'il veut laisser son personnage aussi hermétique que possible, et c'est bien qu'il soit effectivement un peu aliéné à nous, mais des fois il est trop aliéné finalement, et c'est tout ce qui est difficile à gérer là, quoi. Après, pour revenir au titre, et tu parlais de la couverture avant, c'est vrai que trahison, tu t'attends à ce qu'il y ait un... je dirais, tu t'attends plus ou moins, parce que quand t'as vu Star Wars Rebels, tu sais bien qu'il n'y a pas eu de grosse trahison. Mais c'est vrai que ça peut être le truc, en se disant, bon, ok, est-ce qu'il y a quelque chose qui va se passer, un retournement d'alliance, un truc qui va être planté là, et j'ai pas eu le sentiment qu'il y a eu vraiment une grosse trahison, moi. De fait, si, il y a eu une trahison à la fin, mais c'est pas Thrawn. Mais c'est pas lui. Ouais, il punit le traître, mais... Le traître va être découvert, mais... Mais de la part de Thrawn, non. Parce que depuis le début, tout le monde n'arrête pas de lui dire, tu vas trahir, toi t'es là, t'attends, tu vas trahir. Eh ben non, il ne trahit pas l'Empire. Non, mais c'était un red herring, ça. Typiquement, nous faire croire qu'il allait trahir. C'est ça. Et puis, en fait, la trahison... il montre sa loyauté, bien au contraire, voilà, c'est... Même si tu sens que... S'il n'était pas parti avec les baleines de l'espace, Palpatou, chez lui, ils auraient, effectivement, une longue conversation, ça aurait peut-être chauffé pour son matricule, quand même, mais... Ouais, exactement. On sait pas trop comment ça aurait donné, mais je pense qu'il y a une petite
une petite fuite de la part de l'auteur, là, une petite pirouette pour ne pas se retrouver dans cette situation. Mais ça sera intéressant si Zan fait ce qu'il a dit, qu'il y a des livres qui suivent. Donc là, il sera obligé de confronter Thrawn à un clone de Palpatouche. Oui. Ou avant, en tout cas, aux actions de l'empereur. Et donc, est-ce qu'il soutient ou pas ce qui s'est passé? Et quelle position il va prendre post-Endor? Toute la question, ça va être aussi à quel point Zan va être impliqué dans la création de la série et du personnage et l'écriture des textes et tout ça. Enfin, on savait, parce qu'il l'a dit dans une interview, il n'était pas du tout impliqué encore. Mais bon, c'était le début quand ça venait tout juste d'être annoncé. Et c'est vrai qu'ils font pas souvent appel aux auteurs pour les séries, donc c'est pas trop la façon de procéder en général chez Lucasfilm. Ou alors, en tout cas, avoir des gens qui écrivent, qui connaissent parfaitement le personnage, parce que c'est vrai que ce serait quand même vachement sympa d'avoir un personnage qui soit fidèle à celui de cette trilogie, quoi. Mais sauf que potentiellement, il peut être complètement à l'opposé de la première trilogie qui est maintenant Légende, du coup. Parce que finalement, il nous apparaît comme assez sympathique, en fait. Oui, rien ne nous dit qu'il va continuer à être loyal à l'Empire post-Endor, c'est sûr. Quels seraient, toi, si tu avais des fantasmes, entre guillemets, je le dis en tout bien, tout honneur, sur la suite de ce personnage? Ouais, je me suis posé la question. Après, j'aimerais bien être surprise, donc j'essaye pas de trop chercher toutes les possibilités, voilà. Bon, là, ce qui est sûr, c'est que visiblement, Ahsoka est en colère contre le monsieur, en disant où est Thrawn. Enfin voilà, on sent bien qu'elle le cherche pas pour lui faire des poutous. Tu sais pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'ils ont déjà retrouvé Ezra et Thrawn, mais que il s'est passé quelque chose, il a fait un sale coup? On peut se poser cette question-là. Là, elle est pas juste en mode je les cherche, quoi. Elle est en mode je les cherche et j'ai envie de me venger de Thrawn, quoi. Il lui a posé un lapin, tout ça, elle est en colère, c'est pour ça. Mais c'est vrai que moi j'aimerais bien voir un Thrawn en effet qui soit dérangé aux entournures par ce qui s'est passé, quoi. Qui se pose des questions et enfin ils ont peut-être fini en Robinson Crusoe avec Ezra, tu sais, sur une planète paumée au milieu de nulle part, là, une fois que les poulpes les ont largués quelque part. Bah, c'est sûr que c'est un duo qui peut vachement bien fonctionner, parce qu'ils ont beaucoup à s'apporter l'un à l'autre. Bah, ce serait le troisième mentor qui serait intéressant par rapport à Ezra, parce que c'est vrai qu'il a eu Kanan, il a eu Darth Maul, Thrawn qui est un personnage finalement assez gris par rapport à ça, parce que il est pas complètement mauvais, il est pas complètement gentil. Ce serait un troisième mentor, qui serait de qualité par rapport à Ezra. Et puis s'il peut mettre un peu de la graine dans la tête d'Ezra, c'est pas mal. Enfin, voilà, c'est sûr que Ezra, il a besoin aussi d'un peu prendre en maturité. Alors s'il y a une personne qui peut lui faire gagner ça... ça nous permettrait peut-être enfin d'avoir un Jedi un peu sur un modèle un peu différent, du coup. Ah oui, ce serait rafraîchissant, dis-donc, parce que... Ouais, mais après, il y a toute la question de savoir comment est-ce qu'on les fait disparaître ensuite. C'est ça qui est complexe, c'est qu'on sait déjà que ça va mal se terminer, tout ça, quand même. Ils sont plus là, après, dans la post-logie. Ça, tu sais pas, ils peuvent être en train de se balader ailleurs. Partis dans les régions inconnues. Comme tout le monde, the place to be. C'est déjà la mouise, parce que regarde, la question qu'on pose à chaque fois, c'est d'accord, mais alors Ahsoka, elle était où pendant la bataille de l'Étoile de la Mort? Elle était où pendant la bataille d'Andorre? Elle était où? Donc de toute façon, d'avoir créé tous ces personnages maintenant qui sont d'autres Jedi en goguette, fait que tu peux penser qu'ils ont eu leurs autres aventures ailleurs, et à un moment ils se sont dit bon, avec l'Empire, je m'en mêle pas, je préfère faire autre chose. Ou ils avaient effectivement d'autres missions bien plus dangereuses, comme les Grinch qui menaçaient ailleurs. Ouais, à voir. Mais après, je suis pas sûre, tu vois, si jamais la série se développe, je suis pas sûre que les Grisques, ça appartient un peu à Zan. Il n'est pas arrivé à le vendre. Je suis pas sûre que les scénaristes iront là-dessus, parce que justement, il faudra avoir lu les livres pour savoir qui sont... Ou alors, il faudra faire une présentation intégrée à la série qui fonctionne bien avec, sans que ça soit nécessaire de lire les livres, mais ça pose toujours problème. T'as vu la saison 2 du Mandalorian, je veux dire, ils balancent des choses qui sont pas nécessairement à la portée de tous les... Enfin, je veux dire, du public lambda, quoi. Oui et non, parce que en même temps, Ahsoka, même si tu la connais pas, les explications qu'on en a suffisent à suivre la série. Après, les gens qui ont envie de savoir exactement qui elle est, mais en fait, elle est encore une Jedi ou c'est pas une Jedi, ou voilà, ils peuvent creuser. Mais après, pour suivre la série, voilà, tu sais que t'as une Jedi qui est là. S'ils trouvent la réponse, ils nous la communiqueront, parce que pour l'instant, personne ne sait encore si elle est ou pas une Jedi, parce que ça dépend quand même des séries, le débat reste ouvert.
Je pense que ça va être développé dans la série Ahsoka, mais là, c'était pas nécessaire en fait de le préciser à aucun moment. Tout à fait. Parce que il fallait à ce moment-là réexpliquer plein de choses. Et donc, il faut toujours voir les séries comme étant quelque chose qui s'adresse à des gens qui ne lisent pas les livres, qui ont vu les films, et puis c'est tout. C'est vraiment une autre réflexion. C'est pour ça aussi que les fans de l'univers étendu râlent, parce que entre les séries et les livres, il peut y avoir des choses qui sont pas logiques, mais il faut toujours savoir que il n'y a pas la même réflexion sur le lectorat et les spectateurs, en fait. C'est pas du tout les mêmes personnes. Donc forcément, tu ne réfléchis pas de la même manière et tu ne fais pas les mêmes choix. Et du coup, quand tu lâches des noms comme Bo-Katan, Ahsoka ou Amiral Thrawn, eux, ils sont là en mode qui? Quoi ça? J'ai la sensation que je suis censée faire oh, waouh, super! Et puis en fait, non, ils se sentent un peu laissés sur le carreau. Nous, on a eu des retours dans ce sens. Ouais. Bah surtout Thrawn, quoi, parce que on le dit une fois, puis après c'est fini, on en parle vraiment plus, quoi. Et la série Ahsoka, elle va arriver quand même dans longtemps par rapport à ce moment-là. Donc c'est pas comme si la semaine suivante sortait l'épisode, la série Ahsoka, et qu'on avait des réponses. Et puis Bo-Katan, c'est pareil, le personnage il peut exister en tant que tel, là en étant très très réducteur. Il y a moyen vraiment d'aller découvrir facilement. Après c'est sûr que si tu veux en apprendre un peu plus sur Star Wars, c'est tellement facile aujourd'hui entre les encyclopédies, les podcasts, les youtubeurs qui te font des trucs résumés et voilà, c'est très très simple d'aller chercher les infos. Et d'ailleurs, je crois que le sabre noir, il n'y a pas eu, je crois que c'était la recherche numéro 1 pendant des mois sur Wikipédia, quoi, parce que les gens voulaient savoir d'où il venait ce sabre et voilà. Mais en même temps, en fait, avoir juste un sabre noir terminer la saison là-dessus, c'était juste énorme, sans qu'il y ait besoin de donner d'infos autour. Après, les gens allaient chercher. Mais... Est-ce que la recherche Graloc a été très plébiscitée sur Wikipédia? Je pense un peu moins. Mais bon, et il a le mérite d'exister, ce Graloc, et il peut être réutilisé. Hein. C'est ça qui est la magie de l'univers étendu, c'est que maintenant qu'il a une Wikipédia, justement, et n'importe quel autre auteur peut aller s'amuser à le réutiliser dans d'autres conditions. Et ça y est, ça fait partie de l'univers. Une chauve-souris chelou de l'espace qui vient de pomper ton énergie. Ah mais c'est quand même grâce à eux que Thrawn s'est retrouvé sur la piste des Grisques et d'un super complot. Donc comme quoi la chasse au Dahu, des fois, ça a du bon. Hein, mais... Ah c'est carrément la chasse au Dahu. Mais je crois que moi, j'ai dû me prendre un Graloc sur mon Kindle parce que je crois que je m'étais fait pomper mon énergie le plus gros de la lecture. Donc je porte plainte pour... attaque vicieuse de Graloc sur mon univers personnel. Il a fallu que j'aille la chercher loin. Hein. Attention. Pour un peu conclure, en fait, sur ces 3 bouquins, pour revenir sur votre expérience de cette lecture, moi, ça m'a pas du tout surprise, en fait. Les retours que vous avez eus sur ces livres, c'est comme je disais tout à l'heure, à mon avis, Thrawn, c'est un petit plaisir, un petit bonbon pour un certain type de lecteur. Et ça correspond pas forcément à tout le monde. Et le fait que ça soit en plus un bonbon, une forme très répétitive, c'est-à-dire qu'on a toujours un peu une structure qui se ressemble, avec une réflexion de Thrawn qui est souvent vraiment avec une structure identique d'un livre à l'autre. Il faut pas s'en lasser, mais c'est un peu comme ces vieilles séries américaines qu'on regardait avec plaisir, qui à chaque fois on avait le même début, le même milieu, la même fin, et on savait déjà comment ça allait se résoudre et que qui allait gagner, qui allait perdre. Mais je t'ai dit que c'était Starsky Hutch dans le tome 2. C'est tout à fait ça, il y a de la formule. Là, je sais pas laquelle ce serait pour celui-là, mais oui, tout à fait, t'as raison. Et du coup, à qui s'adresserait cette trilogie, Lucille, avec ton expertise? Écoute, moi, j'y prends du plaisir. Forcément, le côté de traduction fait perdre un petit peu, parce que du coup, décortiquer tout ça, c'est moins sexy que quand tu le lis, sans te prendre la tête dessus. Mais sinon aussi, c'est le genre de truc qui, moi, regarder un génie en action et voir vers quoi il m'emmène, et ensuite quelle était la logique de sa réflexion et tout. Moi, à tous les coups, ça fonctionne sur moi, et j'y prends plaisir. Moi, j'aime bien lire les batailles spatiales vachement réfléchies, et les interventions, que ça soit de Vador et tout, même si il peut y avoir des petits instants manqués où t'aurais voulu ça et puis ça n'a pas été développé, ou encore avec Eli Vanto où tu t'aimerais que ça aille un peu plus loin dans leur relation, le côté relationnel qui parfois pêche un peu.
je prends quand même vachement plaisir à l'écriture de Zan. Donc voilà, moi, après, je pense que c'est peut-être plus un auteur pour mec quand même que pour nana, parce que justement, il y a ce manque de relationnel et de romance, même si c'est pas que la romance, je pense que c'est vraiment l'idée de l'introspection relationnelle entre les gens qui manque un peu et qui parfois peut faire défaut. Et c'est quelque chose que nous, les filles, on aime bien. Il faut le dire. Oui. La psychologie, on aime bien. Non, mais c'est vrai que si je donne mon expérience, je dirais que il y a plein, ce que tu disais avant, c'est qu'il y a plein de fois où je pensais vraiment, en fait, il y a des fausses pistes qui se créent, où tu penses qu'il va vraiment aller, où moi j'étais vraiment accrochée en me disant, ah, il va carrément nous emmener là-dedans, et où il le fait pas, en fait. Et donc, du coup, c'était assez frustrant à lire dans ce sens, dans mon expérience perso, mais là, on va encourager, après Aurélie va nous dire comment elle l'a vécu, et on encourage les auditeurs à nous, maintenant qu'ils sont arrivés au bout de la trilogie, à nous donner également leur ressenti. Mais c'est vrai que ça a été ça, c'était le côté, ah, attends, ça y est, là, on m'a re-aiguillonné, là, je vais partir, et puis, non, je suis partie dans l'autre direction, ok. Et avec pourtant plein de choses, effectivement, en termes de world building, qui étaient très titillants, et où tu disais, ah, ça c'est super intéressant, ça pourrait donner une super histoire, en fait. Et ouais, donc c'est pour ça que je l'ai vécu comme de manière frustrante. Et pour toi, Aurélie? Bah oui, il y avait pas mal de frustration. Je pense aussi parce que, comme c'est un personnage que j'adore depuis l'adolescence, j'attendais quand même beaucoup de ses livres. Ça fait quand même plaisir de le voir, même si c'est pas exactement les livres que j'imaginais. Et puis pareil, le world building, il y a vraiment des très très bonnes choses. Moi, tout ce qui a trait à l'ascendance Chiss, les navigatrices, ça m'a vraiment vraiment beaucoup plu. Donc j'ai hâte qu'il creuse ça. Et puis je dirais quand même des 3 volumes, c'est le tome 2 qui m'a le plus laissé en plan, parce que justement, on retrouve des personnages qu'on connaît, Padmé, Anakin, etc. Ça a manqué de corps, à mon sens. Donc ça, c'était un petit peu dommage. Alors que moi, c'est le 2 qui va me marquer le plus, parce que c'est là où on a le plus ri. Mais tu oui, c'est vrai, mais du coup, on a compensé en se tapant des barres de rire. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre, évidemment, mais... Par contre, les batailles spatiales, moi j'adore ça aussi, hein, la guerre, les batailles. Parfois, je trouvais ça un peu confus, mais ça, c'est l'écriture de Zan, on l'avait déjà évoqué. Jargon technique, il y a des moments où je lâchais l'affaire, je suis là, waouh, de quoi il parle? Bon, après, c'est toujours un panard de voir Throne jouer les Hercule Poirot, enfin, tout anticiper, être, comme tu disais, Lucille, ce génie tacticien hors pair. Oh, je dirais moins Hercule Poirot que Sherlock Holmes, hein, quand même. Encore une fois, je pense que c'est pour ça que les gens veulent tellement le coller avec Benedict Cumberbatch. Hein. C'est vrai que tu lui mets un violon et de la drogue, et puis c'est Sherlock Holmes. Hein. Ouais, carrément. C'est vrai qu'Hercule Poirot, c'est un coureur de jupons, il est quand même beaucoup mieux intégré dans la société. Ouais, c'est un bon vivant et tout, ouais. Que Sherlock, il doit être classé quelque part sur le spectre, donc oui, ça correspondrait mieux à Throne. Effectivement. Mais après, je pense que Zan, il est tellement habitué à essayer de donner des fausses pistes à son lecteur. Enfin, c'est vraiment son truc, quoi. Il y a qu'à voir déjà les résumés sur les 4e de couve. En général, la frustration des gens après avoir lu le livre, c'est mais en fait, c'est pas ça qu'on m'a raconté. Parce qu'en fait, très souvent, le résumé, il raconte pas l'histoire. Parce que ce qu'aime bien Zan, c'est pitcher quelque chose au début, donc c'est ces histoires de Gralop, là, et puis en fait, partir complètement sur autre chose. Et je pense que c'est devenu un peu une habitude d'écriture, qu'il le fait pour d'autres choses, pas seulement pour l'intrigue elle-même, mais aussi pour toutes les sous-intrigues qui partent dans un sens, mais qui vont pas forcément aller dans le sens qu'on pense. Pour tout le temps, en fait, tenir le lecteur surpris. Et c'est vrai que de temps en temps, on aimerait bien, en fait, que on soit pas surpris et qu'il y ait quelque chose qui se déroule de manière logique, quoi. Ouais. Du coup, on peut dire qu'amis lecteurs et lectrices, vous voilà prévenus, hein, pour vous préparer à la prochaine trilogie, en sachant que vous risquez de vous faire emberlificoter par Timothy Zahn. Ouais, je vous la conseille vraiment, cette nouvelle trilo, là. Du coup, j'ai pas terminé le lire, mais voilà, il y a plein de bonnes choses, en fait, de la trilogie qui sont gardées et ça fait du bien. Déjà, on est chez les Chiss, ça, moi, ça me plaît bien. Oui, on a bien envie d'aller voir chez les Chiss. Ouais. Tout le monde y va, alors pourquoi pas nous, hein, on en est. Et le retour des Skywalker. Alors ça, oui. Alors ça, comment te dire? Là, le gros mot est lâché, là, tu vois, on est... Bon là, attends, va falloir que je commence à compter les pierres tombales, là. Attention. Il y en a combien de navigatrices? Aligne, on va faire venir Rock Éclair et Roblo, c'est ça? Tu vas pouvoir mettre l'image de Roblo, parce que moi, j'avais pas compris la première fois. Lucille,
t'as envie d'ajouter quelque chose ou... Ben, avec le grand plaisir de voir bientôt Throne sur grand écran. Sur petit. Et moi, je regarde ça avec un vidéoprojecteur, alors c'est un grand écran. Ah oui, pardon, excuse-nous. Non mais donc voilà, je vais l'avoir en grand format sur mon mur, ça va être un kiff, rien que ça. En espérant qu'ils vont pas trop tout le casser, le petit personnage de Throne. S'ils lui ajoutent des petites choses que Zan ne faisait pas, comme la capacité de se planter, bah pourquoi pas, je suis preneuse. Un sourcil expressif. Un peu de liberté. Voilà. Aussi. Alors nous recherchons un acteur à sourcils. Et puis voilà, c'est quand même une trilogie qui a été chouette pour moi à traduire. J'en étais déjà très fière à la base. Ah ça. Et puis ensuite, même, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire, même s'il y avait des moments qui étaient tortueux et un peu pénibles. Mais sinon, de manière générale, ça a été des moments d'émotion et de plaisir. Enfin voilà, souvent quand je termine une trad, c'est toujours à l'arrache et à bosser soir et nuit et week-end. Et voilà, on finit par être vraiment au plus proche des personnages qu'on suit pendant des heures et des heures dans la journée. Et voilà, et ça a été vraiment un plaisir de le faire avec mon petit chou. Ça, on doit dire que ça, c'est une belle histoire quand même. C'est vrai que tu se sois retrouvé finalement à piloter la traduction de cette trilogie, toi qui avais des affinités naturelles avec cette histoire et avec ce personnage. Ça vaut la peine d'être souligné. Et que tu puisses rempiler sur la deuxième trilogie. Alors ça, c'est ce qui est bien quand tu es directeur de collection, c'est que c'est toi qui choisis. C'est ça, oui, voilà, oui. Personne t'a obligé. Mais je vous avouerai que j'ai presque hésité parce que je me suis dit, ça fait déjà donc 3 ans que je fais du Throne avec un livre par an et je me suis dit là tu rempiles pour 3 ans de plus, tu vois. Et il y a un petit côté vertigineux quand même à se dire ça en se disant bah tous les tics de langage de Zan tu vas te les retaper, tu vois. Mais en même temps, une grande curiosité et aussi une difficulté à laisser le bébé à quelqu'un d'autre. Mais voilà, donc j'ai rempilé quand même, malgré tout. Je sais pas si c'est un bébé, là on a quand même l'impression, comme tu as dit, ça fait un moment que tu passes du temps avec lui. Pratiquement, tu sais que la bigamie est interdite en France. Est-ce que ton mari est jaloux que tu passes autant de temps avec Throne? Bon, en même temps, il est tellement désincarné, ce personnage, que tu peux pas en être jaloux. Hein. C'est vrai que oui. Hâte de le voir alors sur moins grand écran que chez toi. Oui, voir ce que ça va donner justement quand il sera incarné littéralement par un acteur. Je pense qu'il faudra qu'on te réinvite rien que pour ça, Lucie. Ouais. Déjà. On va t'abonner à chaque fois qu'il y a un Throne. Donc déjà, pour la prochaine trilogie, je pense que tu la concluras avec nous comme aujourd'hui, si tu es d'accord. Et puis, je pense qu'il faudra faire un spécial sur... alors, est-il bien rendu à l'écran ce personnage de Throne? Plaisir, ouais. C'est une grande joie d'en parler. Donc, on va conclure sur cette belle déjà histoire personnelle qui fait que tu peux réaliser tes rêves à traduire du Throne et sur l'espace de fantasme. Ça, voilà une zone que les Lucasfilm aiment bien explorer. Oui. Donc on va rester dans cette zone de fantasme. Et puis le mois prochain, effectivement, ce sera peut-être moins fantasmatique ou je ne sais quoi avec Léa, mais que ce soit un excellent livre. Et je suis ravie qu'on puisse enfin en parler de celui-là. Yes, j'attends d'écouter ça avec plaisir. Merci beaucoup Lucille de nous avoir fait l'amitié d'être avec nous encore aujourd'hui. Et tu vois, on s'est très bien tenu aujourd'hui. Ah, vous avez été presque trop sage. Ah oui, ça va nous être reproché, je pense, probablement. Et donc, on vous dit à très bientôt. À très bientôt. Au revoir tout le monde.